Bonsoir, messieurs et dames. Merci d'être encore une fois des nôtres. Vous êtes au JDS, journal dimanche au soir, et vous avez raison d'y rester tant le programme est fourni. Et il sera marqué par ces sujets. Entre autres, hier samedi 20 mai 2023 s'est tenue la journée nationale de jeûne et de prière décrétée par le gouvernement pour la paix. Séances de jeûne et de prière ont été observées dans divers lieux de culte. Nous y reviendrons avec un autre regard sur les questions de diplomatie qui auront marqué ces dernières semaines. Et puis économie, passation de charge à la fêtière Lien, leadership, innovation et entrepreneuriat, un réseau qui ne compte pas moins d'une cinquantaine d'entrepreneurs qui a eu à assister à cette passation-là. Nous reviendrons aussi dans cette rubrique sur la promotion des pagnes tissées avec des femmes du secteur, Ami Compaoré et Bertie Sabadogo, membres de la Chambre des métiers du Burkina Faso. Et puis sport. Enfin, les étalons U17 sont rentrés hier. Vous verrez l'accueil qui leur a été réservé. Et avec Claude Romba et notre invité Maïga, agent de joueur, nous allons revenir sur le championnat local et le sacre de l'AS Douanes. C'est ainsi donc le déroulé du JDS, celui d'aujourd'hui. La première des rubriques, c'est celle politique. Nous l'annoncions en titre et nous le lançons d'abord avec un sujet. Hier samedi 20 mai 2023 s'est tenue la journée nationale de jeûne et de prière décrétée par le gouvernement. Et à la Fédération des églises et missions évangéliques FEME, l'on a convoqué les fidèles au Centre national de conférence de l'église des Assemblées de Dieu, ex-75e anniversaire. La prière s'est tenue en présence des ministres en charge de l'administration territoriale des affaires étrangères et de la santé et aussi le secrétaire général du gouvernement, Mami Triana Kamambou, pour le point. Ils étaient nombreux, hommes, femmes, fidèles chrétiens, forces de défense et de sécurité, à répondre présent à l'appel des autorités de la transition en tenant une journée de jeûne et de prière. Cette journée a servi de cadre pour des prêches, des prières et d'adoration avec un seul objectif, le retour de la paix au Burkina Faso. Une paix que les Burkinabés recherchent depuis plus de 7 ans. Et le message livré à l'occasion interpelle tous les Burkinabés à prendre pour appui Dieu en toutes circonstances. C'est une initiative noble parce que ce gouvernement a compris que nous ne pouvons pas compter seulement que sur nous-mêmes, sur notre propre force, sur ce que nous avons comme armement, mais qu'il est également important et surtout important de compter sur l'éternel notre Dieu, c'est lui qui nous a créés. Cette journée nationale de jeûne et de prière pour la paix et la cohésion sociale a été décrétée par les autorités de la transition. Elle a pour objectif de rassembler tous les Burkinabés sans distinction de religion ni de croyance pour une communion de prière pour un retour rapide et définitif de la paix au Burkina Faso. N'est-ce pas que la Bible dit que ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais ça est par l'Esprit du Dieu vivant. Et nous en sommes très conscients. Et au regard du message que le ministre en charge de l'administration territoriale et de la sécurité a pu passer, nous voyons en fait que le socle sur lequel nous nous appuyons, c'est le socle de la foi en Jésus-Christ, en ce qui nous concerne. Et nous avons foi qu'à travers sa force et sa puissance, il fera camper les anges autour du Burkina Faso et que la victoire sera nôtre. Les fidèles chrétiens venus nombreux prendre part à la prière ont salué l'initiative du gouvernement. C'est une grâce de pouvoir s'associer avec les frères et d'implorer le Seigneur pour la paix du Burkina Faso. Parce que notre Seigneur nous dit que là où 2 ou 3 sont assemblés, il est au milieu de nous. Et là, nous sommes plusieurs. Et si nous faisons monter nos voix vers le ciel, le Seigneur entendra et sûrement il fera quelque chose. Ce n'est pas la première fois qu'une telle journée est organisée au Burkina Faso depuis le début de la crise sécuritaire. Il y a 1 an, en avril 2022, ce sont 3 journées successives qui ont été consacrées à la prière pour le retour de la paix. En octobre 2018, une autre journée de jeûne et de prière avait été organisée à l'initiative des communautés religieuses. Amen. 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 Amen.
Des images donc de la FEME. Il faut dire qu'à la grande mosquée de Ouagadougou, la prière s'est déroulée en présence de plusieurs membres du gouvernement. Et à la cathédrale aussi Notre-Dame de l'Immaculée Conception de Ouagadougou, la messe a été dite, comme l'on le dit. Et une délégation gouvernementale, poulet, cola et pièces d'argent en main, était chez le Moro Naba, toujours la journée d'hier, pour implorer l'ensemble des responsables coutumiers et religieux à entrer dans une communion de prière pour que le Burkina Faso retrouve la paix. Des échanges, nous le disions en entrée dans ce JDS, et je m'avais vous proposer la composition de ce premier plateau. Nous sommes avec Boureima, d'abord Dissan Boureima Nyoumou, ancien député de Houndé, pour être plus précis, membre du PPS, Parti panafricain pour le salut. Bonsoir. Bonsoir Vaha, bonsoir aux téléspectateurs de True TV. Merci d'être avec nous. Nous sommes aussi avec Ismaël Diallo, diplomate à la retraite, ancien fonctionnaire international. Bonsoir. Bonsoir. Et le dernier visage que je m'avais vous présenter, c'est Adama Amadé Sigiré, écrivain. Bonsoir. Bonsoir. Des profils bien différents pour une actualité qui concerne tous les Burkinabés, donc dans leur différence et leur diversité. Hier, il y avait cet appel à la prière, au recueillement, aux jeunes, pour le retour de la paix au Burkina. Comment chacun a vécu ce jour-là, ou bien comment il a déjà accueilli cet appel-là venant du gouvernement? Je vais refaire le tour inverse. Comme j'ai terminé avec Sigiré, je commence avec vous. Ok, merci beaucoup, M. Vaha. Merci. Effectivement, hier, sur toute l'étendue du territoire national, on a prié pour la paix au Burkina Faso, et les différentes communautés religieuses ont effectivement prié. Donc, comment je vois cela? Non, c'est tout à fait normal. Demander à Dieu de vous aider, c'est tout à fait normal. Moi, je crois en Dieu. Voilà, même si je ne suis pas très religieux, je crois en Dieu. Je sais que Dieu il est omnipotent, il est omnipuissant, et il peut faire beaucoup de choses. C'est vrai que d'autres me diront que mais autant de rocs j'ai critiqué cela, effectivement, parce que il y a eu un moment où on avait demandé de prier, mais moi, je ne voyais pas la guerre se faire. La guerre ne se faisait pas réellement sur le terrain, et moi j'avais dit que non, Dieu il est bon, il est généreux, mais à partir du moment où ce Dieu-là vous a donné la raison, c'est pour que cette raison puisse vous permettre de vous aider. Si vous n'utilisez pas la raison pour vous aider et que vous comptez seulement sur la foi, ce n'est pas évident. Mais aujourd'hui c'est un autre contexte, parce que sur le terrain il y a des efforts qui sont faits. Sur le terrain il y a un engagement, sur le terrain il y a de la détermination. Nos soldats et nos VDP font la guerre. Mais après cela, si les autorités trouvent encore nécessaire qu'il faut convoquer le spirituel, je suis tout à fait d'accord. Je ne suis pas un athée, je crois en Dieu. Et je crois qu'en ces moments difficiles, le pouvoir de Dieu aussi pourrait encore nous soutenir. Et c'est tout à fait normal que ces prières-là soient célébrées. Et je voudrais profiter de votre plateau pour remercier toutes les communautés religieuses qui ont accepté d'accompagner le gouvernement dans cette volonté, de demander à Dieu de nous tendre sa main généreuse et miséricordieuse pour que nous puissions avoir la paix. Donc c'est une très bonne initiative qui va encore galvaniser les soldats qui sont sur le front, qui va encore accompagner nos VDP, qui va encore galvaniser toute la population et certainement nous permettre d'aller vers la victoire. Donc je suis très satisfait et spirituellement j'ai participé à cette prière-là. Ah, spirituellement, on comprend. Ouais. Mais vous dites, la différence pour vous, c'est quoi? C'est que aujourd'hui, on est dans un contexte particulier. J'ai pu comprendre que c'est ce que vous disiez, parce que ce n'est pas la première prière. Hein. Oui, ce n'est pas la première prière. Voilà pourquoi j'ai dit, aujourd'hui, le contexte, il est particulier. Parce qu'aujourd'hui, l'engagement est ferme. La détermination est manifeste. La guerre, elle se mène sur le terrain. Et si, en plus de cette guerre-là, on demande de prier, moi, je suis parfaitement d'accord. Là où je n'étais pas d'accord, c'est quand vous dormez, quand vous ne faites pas d'efforts, quand vous ne donnez pas le meilleur de vous-même et vous demandez à Dieu de vous aider. En 2018, il y a eu cette prière. Moi, j'avais fait un écrit pour dire que non, vous ne pouvez pas faire semblant, vous ne pouvez pas dormir et demander à Dieu de vous aider. Je n'étais pas d'accord pour ça, parce que Dieu n'est pas là pour écouter. Dieu, c'est le Dieu de tout le monde, hein, c'est le Dieu de l'univers, ce n'est pas le Dieu du Burkina Faso, même s'il aime bien le Burkina. Mais à partir du moment où la donne a changé et que la guerre se mène concrètement sur le terrain, demander à Dieu de vous accompagner, moi je trouve que c'est tout à fait normal. C'est ce que les autorités ont compris, c'est ce que les autorités font. En 2018, il y avait une guerre quand même qui se menait, peut-être pas. Oui, il y avait une guerre qui se menait, mais M. Vaha, oui, je suis parfaitement d'accord avec vous. Mais en 2018, il faut reconnaître que la guerre n'avait pas cette envergure-là, la détermination, la volonté des autorités du MPP que je respecte bien. Ici, les autorités du MPP n'étaient vraiment pas déterminées à faire la guerre, comme le capitaine Ibrahim Traoré et ses hommes sont aujourd'hui déterminés à faire la guerre, et ça se voit, même, je dirais pas les aveugles. D'accord. J'ai dit on va faire le tour inverse. La même question à Ismaël Diallo. Vous aussi, comment vous avez perçu cet appel-là?
j'ai un avant-propos. Allez-y. Avant de répondre à votre question. Lorsque Michael m'a appelé de votre part pour participer à cette émission, j'ai demandé quel était le thème. Il m'a dit que c'était pour parler de diplomatie. Je lui ai dit que nous avons tellement de bons diplomates et d'anciens ambassadeurs que je ne suis vraiment pas la meilleure personne. Je ne le dis pas en fausse modestie, pas du tout. Nous avons même une association d'anciens ambassadeurs. Et je pourrais de mémoire vous citer une vingtaine de femmes et d'hommes qui nous ont brillamment représentés durant leur carrière. Ceci dit, c'est bien de prier. Et tout le monde, ou presque tout le monde, prie. Parce qu'on a toujours besoin de sentir un appui ou qu'une voie qui s'ouvre. Un esprit mesquin ou libre pourrait dire que ces prières ont été invitées pour affermir la foi de chacun et de tous et pour renforcer la cohésion, pour faire comprendre à tout le monde qu'enfin nous avons un seul but, un seul chemin. Et toutes les querelles que nous avons sont passagères. Mais cet esprit mesquin pourrait aussi se demander si ce n'est pas un aveu d'impuissance. Si on ne se jette pas dans les, entre guillemets, dans les bras de Dieu, parce qu'on n'a pas de solution. Et pourquoi pas tout compte fait. Mais pour terminer, j'ai été interloqué, abasourdi, je dirais, quand j'ai vu que, je crois, à la place de la nation, à la place de la révolution, un groupe s'est retrouvé là. Et j'ai vu dans la vidéo des gens en train d'immoler un bélier blanc. Et j'ai entendu des vœux, des incantations à cette vidéo et dans d'autres, des appels à Dieu pour tuer, pour châtier les terroristes ou ceux qui sont avec les terroristes. Ça m'a fait penser à l'Ancien Testament, où on fait de Dieu un vengeur, un colérique, quelqu'un qui est prompt à punir. Je ne crois pas que ce soit la bonne lecture de la religion. Pourquoi demander à Dieu de punir des gens? Il faut les punir soi-même. Et si Dieu vous permet de les punir, c'est qu'il vous a donné l'autorisation de les punir. Mais demander à Dieu de le faire, c'est encore une manifestation de votre faiblesse et de votre faillite. Alors, ne remettez pas tout à Dieu. Comme l'a dit Ségiri, Dieu n'est pas là pour nous seuls, il est là pour tout le monde. Alors donc, voici le sentiment que ça m'inspire. C'est bien, mais je suis sceptique. Pour vous, c'est l'expression d'une impuissance. Dieu n'attend pas que nous prions pour être avec nous. Comment? Ce que je veux dire, vous dites, c'est l'expression d'une impuissance. De deux choses l'une. Pour certains, ça peut être vraiment un raffermissement de la foi. Ça peut être cela. Ça peut être également nous rappeler que nous sommes, comme on le dit, dans le même bateau et que nous allons à la même destination et que nos querelles n'en valent vraiment pas la peine. Et j'ai dit qu'un esprit mesquin ou libre pourrait se dire, est-ce que ce n'est pas un aveu d'impuissance? D'accord. Parce que, par exemple, quand nous parlons, beaucoup parmi nous ne font pas une phrase sans dire, en parlant de demain ou après, sans dire, s'il plaît à Dieu, ou Inch'Allah. Ailleurs, les autres ne le disent pas parce que ça va de soi. Ça va de soi que tout ce que vous ferez demain, c'est si Dieu le veut. Donc, mais le dire, c'est encore une manière de reconnaître qu'on est vraiment impuissant. C'est bien de le reconnaître, mais pas le reconnaître pour ne rien faire. Il faut le reconnaître pour savoir qu'on a un appui et qu'on a un adjuvant pour aller de l'avant, pas pour s'en remettre totalement à cette force-là.
D'accord. Et avant de passer la parole à Dicen Bouré-Magnoumou, parce que vous avez fait un avant-propos, on avait entrevu évidemment parler diplomatie, parce qu'il y a deux sujets. La première partie, c'est les prières. L'autre partie, c'est la question diplomatie et le revirement qu'on a eu qui s'assume. Et sur là, on va vous entendre. Et soyez-en rassurés, on est heureux de vous avoir sur nos plateaux, parce que c'est pas tout le monde qui accepte de venir sur le plateau. Et c'est pour ça qu'on salue votre disponibilité d'ailleurs. Okay. Parce que on en contact, ça, croyez-nous. Mais on vous dit merci d'être là déjà. Je viens à Dicen Bouré-Magnoumou sur le premier sujet, la question des prières, pareillement aussi comme les autres. Merci Maha. Bon, avant de venir sur le sujet, permettez-moi de féliciter le gouvernement d'avoir pris la résolution ferme de résoudre le problème qui faisait que la RN1 était chaque fois coupée par les eaux pendant la saison des grandes pluies. Je pense que c'est un acquis, il reste à mettre en œuvre pour que les usagers de la route soient en tout cas plus à l'aise pendant la saison des pluies. Pour ce qui est du sujet qui fait l'objet en tout cas de notre plateau, je voudrais dire que la Mecque, qui est la terre sainte, a une armée. Il a confié sa sécurité en grande partie aux États-Unis, l'une des puissances mondiales militaires. Rome, où se trouve le pape, je crois que l'Italie se défend comme il se doit. Ma foi m'enseigne que la prière qui est la plus exaucée et à la vitesse exponentielle chez Dieu, c'est la prière qui est faite pour un destinataire qui n'est pas au courant. Alors, quand on organise une prière populaire, je suis inquiet. Est-ce que vraiment c'est pour que ça s'exauce? Est-ce que c'est une prière pour communiquer avec la population? Est-ce que c'est une prière pour mobiliser la population? Ou est-ce que c'est une prière vraiment pour demander l'aide de Dieu? Qu'à cela ne tienne, je pense que la prière, pour moi, dans sa forme comme dans son fond, n'a pas été organisée tel que ça devait être. Pour moi, ça devrait s'organiser comment? Sur le front. De votre entendement? Sur le front. Sur le front? Oui. Ceux qui veulent prier, qu'ils aillent au front prier. On devait avoir des gens à Seba qui sont allés pour faire la prière, dont les membres du gouvernement. On devait avoir des gens à Djibo pour aller faire la prière là-bas. On devait avoir des gens à Nouna pour aller faire la prière là-bas. Mais vous avez remarqué, d'accord, allez-y, que les gens se sont contentés, surtout l'autorité, de rester à Ouaga. Ça veut dire beaucoup de choses. Nous restons dans le confort pour faire la prière. Voilà comment moi je prends l'organisation populaire de cette prière. Vous dites comment vous auriez voulu que ça se fasse, mais en même temps, on ne peut pas s'empêcher de vous retourner la question. On ne sait pas la première prière, mais pourquoi on n'en a jamais eu de ce type-là avec même les politiques? C'est dire que là où c'était chaud, là, les voix allaient prier. C'était à Ouaga que tout le monde priait. Et à Bobo du Lasso. Naturellement, et je vais dire même mieux, ceux qui sont au pouvoir, ce sont eux qui devaient faire le combat. Donc voilà pourquoi la prière devait se dérouler sur le front. Les politiques, c'est des civils. Ils ne savent pas ce que c'est qu'une arme. Ils ne prennent que des décisions après avoir consulté les techniciens. Comment voulez-vous qu'ils aillent faire la prière au front? Donc pour moi, c'est dans les camps militaires, là qui sont au front, que la prière devait s'organiser. Et tous les religieux qui veulent diriger la prière rejoignaient donc les militaires pour faire la prière là-bas. Mais pour moi, chaque Burkinabé devait prier individuellement. Nous n'avons pas besoin d'une prière populaire. Pour moi, la prière populaire frôle du populisme. Parce que j'ai dit que ma foi m'enseigne que la prière qui est exaucée plus rapidement pour un destinataire de prière, c'est la prière qui est faite à son insu. Nous faisons la prière pour nos FDS et nos VDP qui sont sur le front, nous devons le faire discrètement. Nous pouvons prier même en conduisant, nous pouvons prier même en mangeant, nous pouvons prier même en marchant. Et discrètement. On n'a pas besoin d'une prière populaire pour soutenir nos forces de défense et de sécurité. Il y a un problème au fond. Je vais revenir vers Sigili. Je pense que le tour d'État permet de comprendre et d'avoir plus ou moins les postures. Et je pense que ce qui revient, je pense que Nounou a été très clair, c'est la question peut-être du populisme derrière. Et quand j'écoute par exemple l'aîné Diallo,
c'est tout autre chose. C'est la prière même, pourquoi, au fond? Monsieur Vaha, merci beaucoup. Et je voudrais d'abord dire que je suis très content d'être ici avec Honorable et puis d'être ici avec mon papa, Monsieur Diallo. Et je comprends les inquiétudes des uns et des autres. Parce que d'autant plus que moi-même, pour être honnête, je ne suis pas très religieux. Voilà. Et j'ai une vision plus cartésienne, plus rationaliste, de par ma formation de philosophe, qu'une vision religieuse. La prière est-elle un aveu d'impuissance? C'est la question que le diplomate M. Diallo se pose. M. Youmou parle de la forme de prière. Je ne peux pas répondre à cette question. Quelle forme de prière fallait-il adopter? Mais la prière est-elle un aveu d'impuissance? J'ai dit non. Il y a ici une sociologie qu'il faut maîtriser. Nos peuples, nos communautés, dans leur sociologie, sont fondamentalement attachés à la prière. Moi, j'ai été au village, j'ai été éduqué au village par mes grands-parents. J'ai vu mes grands-parents toujours cultiver pendant la saison des pluies. Quand il pleut, ils ne dorment pas à la maison. Mon grand-père se lève tôt, très tôt, à 6 heures, et il va au champ. Mais quand pendant la saison pluvieuse, il y a souvent des poches de sécheresse, quand souvent on constate qu'il y a des chenilles peut-être qui ravagent les plantes, les gens prient. Ils cherchent des poulets qu'ils partent égorger quelque part pour demander à Dieu d'épargner ça, de les aider, tout en continuant de cultiver. Voilà pourquoi j'ai dit que je suis rationaliste. Pour moi, je suis parfaitement d'accord. La prière ne peut pas sauver notre pays. La prière pourrait être un aveu d'impuissance si réellement on s'asseyait, comme de par le passé, moi je ne voyais pas de l'engagement, et qu'on appelait les gens à prier. Mais à partir du moment où il y a de l'engagement, où il y a de la volonté manifeste, moi je dis que nos peuples, nos communautés, de par leur sociologie, sont fondamentalement reliés à Dieu. La prière, c'est la religion. La religion, elle peut être l'islam, elle peut être tout, mais c'est toute forme de religion. Et quand vous prenez nos sociologies, dans leur communauté, dans nos communautés, dans leur sociologie, nos communautés sont fondamentalement attachées à Dieu. Même nous, vous verrez que quelqu'un passe toute la journée sans dire au nom de Dieu. Et je fais ça demain au nom de Dieu. Voilà, si Dieu le veut. C'est pour montrer que, avant même que les religions dites révélées ne viennent, nous sommes naturellement attachés à Dieu. Et dans tout ce que nous faisons, nos communautés, dans tout ce qu'elles font, elles ont souvent cette volonté-là d'impliquer Dieu. Et moi, je pense que c'est en partant de cette sociologie-là que je comprends que, à partir du moment où la guerre se mène, demander à toutes les communautés religieuses de prier encore pour accompagner les soldats qui sont au front, je suis parfaitement d'accord avec Honorable. Les gens priaient. Mais ici, c'est vraiment la volonté d'appeler tout le monde à prier de façon plus ou moins formelle à travers une invitation du gouvernement. Franchement, je ne vois pas du populisme à partir du moment où ça répond à notre sociologie. Ça répond fondamentalement à notre sociologie. Nous sommes attachés à Dieu. Et le Burkinabé, même celui qui ne va ni à l'église ni à la mosquée, il ne peut pas passer une journée sans parler de Dieu. Voilà, même quand vous créez votre entreprise et vous cherchez de l'argent pour créer votre entreprise, vous avez vos millions pour ouvrir votre entreprise, mais vous comptez encore sur l'aide de Dieu. C'est celui qui est là assis à la maison, qui ne cherche pas ses moyens, son capital pour ouvrir l'entreprise et qui dit que bon, que Dieu m'aide à ouvrir une entreprise. Ça, je suis contre. Dieu ne va pas t'aider. Mais celui qui est dans l'action, celui qui est dans le feu de l'action, qui fait quelque chose et qui dit je demande à Dieu de m'aider, moi je trouve que ça répond à notre sociologie et c'est tout à fait normal. Moi, dans mon village, j'ai vu les choses se passer comme ça. Mes grands-parents partent au champ, ils cultivent, ils se battent et ils prient. Et ce n'est pas contradictoire, ça répond à notre sociologie. Voilà, c'est ce que le gouvernement a demandé ici. Je vois nous en train de sourire, vous vouliez réagir? Oui, par rapport à ce que Sigrid dit, bon, lui-même il dit quelque chose qui est très grave par rapport à cette prière. Il dit qu'il a vu ses grands-parents, quand il y a la saison des pluies, ils prient, ils vont faire l'agriculture, si je comprends bien. Oui. Alors, nous on prie pour aller faire la guerre, ça veut dire que la guerre n'a pas encore commencé. Nous sommes en train de faire la guerre, honorable. Mais nous faisons la guerre, nous prions. D'accord. De ce que je sais, un peu de la tradition, c'est que quand il y a des grands événements en vue, les gens jeunes, ils font des sacrifices pour affronter ces événements ou les épreuves à venir. Donc, moi, si on nous disait, bon, écoutez, nous allons bientôt commencer la guerre, nous demandons aux gens de purifier leur âme en jeûnant et en priant, bon, moi, je suis d'accord. Mais j'irais même jusqu'à dire, bon, le dernier entretien du chef de l'État, il dit que nous sommes à l'introduction de la guerre. Bon, je peux, sur ce petit truc, concéder que peut-être, bon, à l'introduction, on peut encore faire la prière, mais on jeûne avant d'entamer les épreuves. Je pense qu'on est tous d'accord sur quelque chose, c'est que la prière, ce n'est pas elle seule qui peut tout régler. Certainement. Mais elle peut contribuer quand même à un certain nombre d'éléments. Moi, je vais revenir vers Diallo. On voit aussi que cette journée qui est voulue là,
elle vient après un certain nombre d'éléments. On a vu, quelqu'un évoquait ici la sortie du président, un peu après Karma, expliquant un certain nombre d'éléments qui, en tout cas, tentaient de fragiliser un peu le pouvoir en place. On a vu aussi et on a entendu des audios circuler avec des risques concernant la personne du Mourou Naba en son centre. Il y avait des questions de vivre ensemble qui donc se posaient avec acuité. Est-ce que c'est pas un peu tout ça? Ce n'est pas aussi le message d'un Burkinabé uni après tout qu'on veut présenter ici? Est-ce que c'est mauvais ça? Est-ce que comme au tribunal, on peut décider de ne pas répondre? Si on n'a pas son avocat, écoute, on peut. Ici, ce n'est pas le tribunal, ni de l'actualité, mais c'est même le JDS. Non, parce que quoi qu'ancien diplomate, comme vous dites, quoi qu'ancien député, comme vous dites, je ne sais pas parler pour plaire. Au contraire, je sais parler pour provoquer la réflexion. Okay. Et pour aller de l'avant. Pour non pas répondre à votre question, mais pour donner un petit avis. Je dirais qu'il y a beaucoup d'actions, oui. Mais le Burkina n'a jamais été aussi divisé que nous le sommes aujourd'hui. Il y a une sorte de contradiction entre certains actes pour nous unifier, même des posters, des vidéos, des messages. Mais en même temps, on laisse prospérer des propos, des actes qui ne font que nous diviser, qui ne font que déchirer la société. Même si nous arrivons à vaincre le terrorisme aujourd'hui, demain nous avons une autre guerre plus grave, plus difficile à gagner. C'est celle de recoudre le tissu social. C'est celle de tenter de créer ce que nous n'étions pas déjà de toute façon, une nation. Nous sommes en train de reculer bien loin en arrière dans ce vivre ensemble. Alors oui, c'est bien de faire des actes, mais il ne faut pas faire des actes maladroits. Il ne faut pas faire des actes tous azimuts et contradictoires les uns les autres. Mais encore une fois, je ne veux pas le dire parce que qui suis-je pour dire que ce n'est pas bien? C'est bien. On l'aura compris. Je pense qu'on va refermer sur ce premier sujet-là, parce que pour moi, il y a un principe au moins qui est clair, c'est que ça peut contribuer, en tout cas d'une certaine façon, et puis seul, ça ne suffira jamais. Donc, tout revient à ce que nous avons comme capacité de réponse face à un ennemi qui nous montre, en tout cas, qu'il est vraiment ardu. Mais c'est dans l'union aussi et dans l'unité seulement qu'on pourra sûrement donc prendre le dessus. J'ai dit qu'il y avait deux sujets. L'autre sujet, on l'avait déjà abordé, mais il y a un peu longtemps, c'est sur la question de la diplomatie. Et ces dernières semaines nous enseignent beaucoup plus d'éléments, en tout cas en termes d'affirmation du tournant que le Burkina a eu à prendre. On a vu avec les derniers conseils des ministres, je prends le cas de Téhéran, ouverture d'ambassade, on parle de la Corée du Nord, rétablissement de coopération que nous avons, et puis il y a aussi le passage du Premier ministre au Venezuela, c'était quand même du 9 au 15 mai, une visite d'amitié et de travail à Caracas, nous dit-on, et à la clé, on nous parlait même d'une commission mixte de coopération qui allait être mise en place. Moi, je viens vers celui qui a été diplomate quand même sur cette table. Comment vous appréciez ce qui est en train de se passer? C'est vrai que lorsqu'on se défait et qu'on affirme que certaines coopérations qui semblaient être celles d'un confort ne le seront plus, et qu'on les mette en ballottage, ça veut dire qu'il faut des alternatives à côté. C'est ce qui est en train de s'affirmer logiquement. Oui. Encore une fois, vos téléspectateurs seront agacés de m'entendre répéter ça, mais je doute toujours de quelque chose, sauf de l'existence de Dieu. Mais ça, c'est parce que personne ne m'a prouvé qu'il n'existe pas. Alors, c'est bien, mais je vais faire une caricature. Allons-y. Vous avez votre concession, où il y a plusieurs
cases ou plusieurs petites maisons, vous allez voir les voisins et les voisins des voisins pour avoir d'excellents rapports avec eux. Ou plutôt, je corrige. Vous négligez vos voisins. Vous négligez ce qui se passe dans votre concession. Et vous allez plus loin, chercher des amitiés. Notre souci premier devrait être de sauver le peu de vivre ensemble qui nous reste à l'intérieur du Faso. Un. Deuxièmement, avoir les meilleurs rapports que nous pouvons avoir avec tous les voisins, tous les États voisins. Nous ne pouvons pas nous payer le luxe de ne pas nous entendre avec les voisins. Cela nous a déjà coûté. Le pire, on le sait. Alors il ne faut pas se dire les temps ne sont pas les mêmes. Les choses ne se répètent pas, peut-être bien, peut-être qu'elles s'empirent si elles ne se répètent pas. Et donc, oui, c'est bien d'établir des relations avec tout le monde, mais il y a des hiérarchies. C'est d'abord à l'intérieur. Qu'est-ce qu'un Burkinabé du Sud-Ouest sait d'un Burkinabé du Sahel? Des clichés, des idées reçues, c'est tout. Rien d'autre. Et nous n'avons pas progressé dans la déconstruction de ces clichés-là. Un. Deuxièmement, nos voisins. Quel est le degré d'amitié, de collaboration, de coopération que nous avons avec chacun de nos voisins? Le Premier ministre a été au Venezuela. Je ne sais pas si vous en avez parlé. C'est ça. D'ici c'est très bien. 15. Mais moi, j'aurais été moins perplexe si j'avais entendu dire qu'il était allé au Brésil ou à Cuba. Pourquoi? Parce que le Brésil est, comme on dit dans la rue, un poids lourd de l'Amérique latine. Il fait partie des BRICS. Et il faut se féliciter que Lula soit revenu comme président. Parce que Lula a été le premier président du Brésil depuis l'indépendance de ce pays à se tourner vers l'Afrique et à établir des relations avec l'Afrique. Et le Brésil a beaucoup à apporter, beaucoup, surtout en matière agricole et en matière d'aéronautique et d'autres domaines. Mais vous, vous pensez que pour le Venezuela, c'est pas pareil? Il y a Cuba, ça va de soi, surtout du côté de la médecine. Qu'on le veuille ou non, la médecine est meilleure à Cuba que dans beaucoup de pays occidentaux. Le Venezuela de Hugo Chavez, oui, c'était un pays de référence. Aujourd'hui, je ne sais pas s'il l'est toujours. C'est tout comme le Nicaragua. Le Nicaragua est un pays de référence avec, comment s'appelle-t-il, qui est devenu maintenant un kleptomane et un monsieur clanique. Anyway, c'est pas important de se rappeler de son nom. Bon, alors, voilà mon problème. Et est-ce que le Premier ministre, avant de partir, ou depuis son retour, nous a expliqué le fond de sa pensée et ce qui justifie sa visite au Venezuela? Et je termine en disant, ou en répétant ceci. Quel que soit le pays, nous devons établir des relations avec ce pays si nous gagnons quelque chose. Qu'est-ce que nous gagnons à établir des relations avec la Corée du Nord? Je n'ai rien contre la Corée du Nord. Et même du point de vue esprit, je dirais que je suis plus près de la Corée du Nord que de la Corée du Sud. Mais qu'est-ce que nous gagnons véritablement? Alors nous sommes là à chatouiller les Occidentaux pour montrer, pour les déplaire et pour contenter notre public. Mais quand on prend le cas du Venezuela, on connaît son histoire avec sa révolution, avec les embargos successifs, mais qui n'ont pas empêché qu'il puisse avoir de l'acquisition en matière d'armement. Et
nous, je ne dis pas que comparaison est raison, mais parallèle est quand même faisable. Nous sommes dans une situation aussi un peu complexe en matière de commande d'armes, en tout cas quand on écoute nos autorités. Ça veut dire que là, je pense qu'il y a quelque chose à retirer. Quand vous parliez par exemple de la Corée, je parle de la Corée vous parliez de la Corée du Nord par exemple, le président lui-même dans l'interview qu'il avait réalisée avec 2 journalistes pendant plus d'1 heure, il avait parler de la coopération qui à un moment donné avait permis de l'acquisition d'armements qui continue aujourd'hui, même s'il est quand même vétuste, même s'il est dans un état, et parce que ça date de la période pas loin de l'indépendance, pas loin. Donc ça veut dire que si on renoue, peut-être qu'il y a des choses qui sont possibles. Est-ce que c'est pas tout cela? Je permets donc à Sigiri de réagir. Merci beaucoup, Vaha. Moi, je voudrais dire sur cette question, je n'ai pas une connaissance approfondie sur les relations internationales. Ce n'est vraiment pas mon domaine. Mais je peux épiloguer à 2 niveaux. Au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, le monde est devenu bipolaire. Il y a eu ce qu'on a appelé la guerre froide. Et jusqu'à aujourd'hui, cette bipolarisation du monde continue. Le côté Est et le côté Ouest. Nous, les Africains, on se positionne où? Nous, c'était positionné du côté ouest, derrière la France. Et par force, par obligation. Parce que la France nous a colonisés. La France a voulu que nous restions derrière elle. La France n'a jamais rêvé que nous allions vers un autre bloc. Mais pour moi, sur cette question, je voudrais être pragmatique. Pour moi, nous, en tant qu'Africains, nous n'avons ni à plaire à ceux de l'Ouest, ni à plaire à ceux de l'Est. Nous n'avons pas à plaire à un pays, ni en Europe, ni en Amérique, ni je ne sais pas dans quel... ni en Asie. Je voudrais me dire que, pour ne pas dire qu'on s'en fout, notre problème c'est quoi? C'est notre intérêt. On ne va pas jusqu'à dire ça. Non, je ne vais pas dire ça. On va retirer ça à la rediffusion. Je retire ça, merci beaucoup. Notre problème aujourd'hui c'est quoi? Qu'est-ce qui nous permet d'avancer? Qu'est-ce qui nous permet d'aller vers notre souveraineté? Nous voulons des partenariats gagnant-gagnant. Pour moi, aujourd'hui, on doit mettre l'accent sur ça. Ce qui nous importe, parce que nous ne sommes ni des Français, ni des Asiatiques, nous sommes nous-mêmes, nous sommes notre peuple. Nous sommes une nation qui se veut souveraine, une nation qui est en train de se battre, comme beaucoup de nations en Amérique, comme beaucoup de nations en Europe, comme beaucoup de nations en Asie se sont battues. Quand vous prenez aujourd'hui l'Inde est une grande puissance, tout le monde le sait. Mais si vous repartez 60 années en arrière, l'Inde était quoi au sein des grandes nations? L'Inde n'était pratiquement rien. Quand vous prenez aujourd'hui la Corée du Nord dont on parle, qu'est-ce qui a permis à la Corée du Nord aujourd'hui de se positionner en tant que petit État? Géographiquement, c'est un petit État, mais qu'est-ce qui a permis à la Corée du Nord aujourd'hui de se faire entendre dans le concert du monde? Grâce à sa capacité de réclamer sa souveraineté. Partant de cela, je dis qu'aujourd'hui, notre problème, c'est quel pays peut nous arranger, quel partenariat peut nous arranger. Oui, mais on n'a pas de fixation à faire. Je pense que justement, c'est pas tant la question de la polarisation, mais c'est ce qu'on a à gagner. Et tout à l'heure, quand on écoutait Diallo, il disait que c'était bien ça la question, parce qu'il parlait du Brésil qui fait partie des BRICS qui quand même pèse. Quand on laisse à côté, on va au Venezuela. La question, c'est qu'est-ce qu'on gagne? C'est ça le plus important. Et surtout que lorsqu'on revient, on n'a pas peut-être un point limpide des choses. Oui, certainement. Si les autorités ont décidé d'aller vers le Venezuela, c'est parce que certainement elles savent ce qu'elles gagnent. Peut-être que pour le moment, le peuple n'est pas au courant, mais je crois qu'aujourd'hui, nous devons choisir nos partenaires de façon stratégique. Voilà, et non pas de façon traditionnelle comme ça se faisait. Voilà, que ce soit avec le Brésil, que ce soit avec le Venezuela, que ce soit avec le Cuba. Pour moi, tout doit être une question d'intérêt. Est-ce que dans ce partenariat, notre peuple gagne quelque chose? Pour moi, c'est ce qui doit primer. C'est ce qui doit primer. On n'a pas de rapport traditionnel, on n'a pas de rapport de façon innée ou de façon génétique à entretenir avec une nation. Et partant de cela, tout rapport, toute coopération, toute collaboration qui pourrait nous aider à avoir quelque chose pour notre peuple et pour nos populations, moi je suis partant. C'est ce que le capitaine Thomas Sankara a essayé de faire. Et quand on a tenté de l'accuser, il a dit que mais ceux qui m'accusent ont proposé quoi que je n'ai pas accepté. Je vais faire des partenaires qui ont la volonté de me soutenir et de m'accompagner. Et aujourd'hui, nous sommes dans cette situation-là où nous cherchons des partenaires qui veulent nous soutenir et nous accompagner. Pour moi, c'est tout à fait normal. D'accord. Noumou, sur cette question de diplomatie et, on va dire, de virage, en tout cas, assumé. Okay. Merci, Vaha. J'ai toujours félicité le gouvernement pour la reprise des relations diplomatiques avec la Corée. Bon, maintenant, l'Iran, le Venezuela. Mais moi, j'ai dit et je redis, la transition n'a pas à disperser son énergie. Je ne suis pas diplomate, je ne connais pas ce qui se passe là-bas, mais pour moi,
la transition a un calendrier, un objectif. Je ne pense pas qu'en dispersant l'énergie comme ça, ils pourront régler le problème interne. Parce que créer une ambassade, envoyer un ambassadeur, sans être du milieu, je sais que ça prend du temps. Quel est l'objectif de la transition en se jetant tout azimut dans la création des ambassades et tout? Et bon, c'est bon d'avoir des relations. Mais si on a toutes ces relations, alors qu'en interne même ça ne va pas, ça pose énormément de problèmes. Moi, je vous prends pour exemple la récente sortie du président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Sauf si la vidéo n'est pas vraie, mais il nous faut résoudre nos problèmes internes et nos problèmes de proximité. Parce que quand la sortie a été faite, moi j'étais choqué que des gens qui nous ont donné il n'y a pas longtemps des armes, considèrent que le pouvoir n'est pas légal et légitime. Vous voyez, je ne suis pas diplomate, mais je pense que ça contribue à la diplomatie que de calmer ses voisins et d'essayer de travailler pour résoudre les problèmes et d'aller sur les objectifs de la transition. Mais on va au Venezuela, on va là-bas. Oui. Concomitamment. Attendez, concomitamment. Aujourd'hui, si nous devons faire le bilan de cette concomitance, ça donne quel résultat pour les citoyens lambda qui est assis là-bas à Bécui et qui n'arrive même pas à aller dans son champ? Ou les citoyens lambda là qui est là-bas à Seba, qui ne peut même pas sortir de sa bourgade. On fait quoi exactement? On va se balader à Caracas, on revient et on ne peut pas aller à Dori. Voilà là où moi j'ai peut-être un problème avec toutes ces démarches diplomatiques dont je ne maîtrise pas les tenants et les aboutissants et dont je ne vois pas le résultat forcément. Bon, on est en train d'arriver au terme, mais je vais vous permettre juste une petite réaction, puis je vais boucler. Parce que j'ai d'autres rubriques et le JDS c'est aussi ça. Oui, je crois que l'honorable est en train de réduire la guerre seulement au combat sur le terrain. Non, moi je pense que la guerre c'est un ensemble. Pour gagner la guerre sur le terrain, il faut gagner aussi la guerre à plusieurs niveaux. Le partenariat, il est nécessaire. Avec qui collaborer en période de guerre, c'est tout à fait nécessaire. Et même les grandes nations qui étaient en guerre, vous avez vu que c'est une question de partenariat, c'est une question de collaboration. Il n'y a pas ce pays-là qui mène une guerre pratiquement seul, ça n'existe pas. En période de guerre, il faut savoir choisir de façon stratégique, chers collaborateurs. Si vous restez enfermés sur votre territoire, si le président reste enfermé avec ses gouvernements seulement ici au Burkina, moi je pense que nous aurons des difficultés, d'autant plus que nous avons rompu nos relations avec certains pays, certains anciens partenaires. À partir... on n'a pas rompu, mais d'une manière... il faut préciser les choses. Sortir de ma bouche. Mais de toute façon, on le sait que nous avons des relations qui ne sont pas, en tout cas, très cordiales avec nos anciens partenaires. Ça, c'est une réalité. C'est pas moi qui le dis. Et la preuve est qu'il y a beaucoup de manigances pour que notre transition échoue. Et ça, écoutez, c'est une réalité sur le terrain. À partir du moment où vous êtes dans cette situation, il va de sorte que vous essayez d'aller vers d'autres partenaires pour voir qu'est-ce que concrètement vous pouvez faire. Si vous êtes en instance de divorce, je crois que c'est pas mal de chercher déjà. Je crois D'accord. On aura compris donc votre réaction. En tout cas, merci d'être passé. Merci beaucoup. Adama Amadé Sigiré, je rappelle que vous êtes écrivain. Merci aussi à vous, Dissan Bourema Nyoumou, d'être passé, ancien député et membre du PPS, Parti panafricain pour le salut. Merci aussi à vous, Ismaël Diallo, diplomate à la retraite, ancien fonctionnaire international. En tout cas, merci d'avoir partagé vos regards sur ces deux sujets. C'était la lucane politique de ce JDS, journal dimanche soir, qui se referme. Mais ça continue le JDS parce que c'est sa fonction plurielle et pluridimensionnelle d'ailleurs. Et nous allons aborder à présent les questions économiques. Achille Ouedraogo est désormais à la tête du lien Leadership, Innovation et Entrepreneuriat. La cérémonie de passation a aussi vu la sortie de la première promotion de Lien Académie. 9 femmes entrepreneurs qui ont reçu chacune 500 000 francs CFA en guise d'accompagnement. Un réseau d'hommes d'affaires qui promeut le leadership dans le domaine de l'entrepreneuriat. On va au reportage et après, ce sont des échanges. Roland Achille Sow,
passe la main à Achille Ouedraogo qui prend désormais les rênes de la fêtière des chefs d'entreprise, lien, leadership, innovation et entrepreneuriat. Les chefs d'entreprise présents à cette cérémonie ont félicité le président sortant Rolasso. Le président directeur général du groupe Sissima et son équipe ont pu en quelques années faire de l'organisation un outil de promotion du leadership et d'innovation dans le domaine d'entrepreneuriat. Il aura passé 7 ans comme président du lien. C'était une cérémonie de passation de charges doublée de la sortie de première promotion de l'académie au profit des jeunes dames entrepreneurs qui ont bénéficié du financement de leurs projets. Les 9 bénéficiaires ont reçu chacune un chèque de 500 000 francs CFA. Les bénéficiaires ont témoigné leur gratitude pour ce soutien qui pourra booster leurs affaires. Mon projet consiste à amener les gens à consommer du bio, je peux dire. J'ai appris beaucoup de choses lors de la formation. On nous a appris comment entreprendre, et comment faire nos calculs de bénéfices et tout, les gestions de stock, tout ça, le leadership, on a tout appris, on a beaucoup appris. Le chèque va beaucoup contribuer parce que nous allons utiliser ce chèque pour développer l'entreprise. Nous avons bénéficié de cette formation pour nous permettre de mieux gérer nos entreprises, de mieux les développer. Et nous avons reçu un accompagnement de 500 000. Cet apport va nous permettre de renforcer nos entreprises et mieux les gérer. Le PDG de Coris Bank International, Idrissa Nassa, a également reconnu les efforts déployés par le président sortant et a exhorté le président entrant à suivre ses pas afin de faire en sorte que le réseau des chefs d'entreprise puisse entretenir une flamme de solidarité favorable au développement des entreprises. Le président entrant Achille Ouedraogo place son mandat sous le sceau de la continuité et invite les membres de l'association à soutenir le nouveau bureau. Les 7 points d'abord, il y a le renforcement donc, des liens entre les membres de l'association. Il y a aussi à travailler à envoyer la paix au niveau du pays. Il y a la cohésion aussi que nous allons essayer de créer au niveau donc, de notre climat économique au pays. Et le point innovant, c'est de mettre en place donc, des délégations spéciales dans la sous-région. Le lien, c'est un réseau de plusieurs chefs d'entreprise. Nous avons aujourd'hui une 50aine de chefs d'entreprise, tous des entreprises émergentes. Nous allons essayer donc de renforcer les acquis déjà conçus depuis les 7 ans durant le mandat de M. Rolasso. Et en fonction de notre contexte, nous allons donc travailler à construire donc ensemble donc les différents acquis et à accompagner le gouvernement. Idrissa Nassa a invité le président entrant Achille Ouedraogo à renforcer les acquis du président sortant pour la bonne marche du lien. Il a appelé l'ensemble des membres à resserrer le rang pour le rayonnement du lien au Burkina Faso et en Afrique. Retour sur ce plateau et nous sommes avec un deuxième plateau. Je suis rejoint par David Nana. Bonsoir. Bonsoir Geoffroy, bonsoir aux téléspectateurs de Truth TV. Et comme pour aborder la question, qui de mieux que Achille Ouedraogo lui-même, puisque c'est lui le président du lien, il est aussi à la tête du groupe Interface. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Merci. Déjà, c'est vrai qu'on a vu l'élément, le lien, on a eu un peu l'anagramme, mais présentez-nous justement ce réseau-là, son organisation et puis ses missions. D'accord. Merci à Truth TV, monsieur Msevara, voilà. Alors, avant tout propos, je tenais à remercier donc le ministère du Commerce qui a donc été présent lors de la cérémonie Lien Académie et la passation du pouvoir entre le bureau entrant et le bureau sortant. Je tenais aussi à remercier le président de la Chambre de commerce qui était présent, le président donc du patronat et notre parrain, M. Nassa Idriss, PDG donc, du groupe Coris Bank et vice-président du patronat. Je tenais aussi à remercier tous les hommes d'affaires qui nous accompagnent dans l'ombre, M. Kanis Inoussa, qu'on salue au passage, qui nous accompagne beaucoup. Et donc le lien, c'est une association de 50 chefs d'entreprise, une cinquantaine de chefs d'entreprise, qui ont décidé donc en 2016, c'était à Bobo, de se mettre ensemble pour créer un environnement de travail beaucoup plus meilleur et essayer donc de
de passer donc à un niveau de formation au niveau des différents membres du lien. Donc en résumé, le lien, c'est une association qui regroupe donc des chefs d'entreprise qui essaie donc de travailler dans un sens beaucoup plus innovant. Et notons que la plupart des membres de notre association sont des gens qui sont quand même instruits, qui ont un certain niveau donc, de background, et donc qui travaillent donc pour créer des conditions meilleures et surtout aussi accompagner l'État dans l'économie et le social. D'accord. David. Alors, on a pu le voir lors de la passation. Certains de vos invités même ont eu à le relever. Et la tâche qui vous attend, elle est énorme parce que votre prédécesseur, M. Sow, a mouillé le maillot, comme on le dit. Donc, 7 années de travail, 7 années durant lesquelles il est à la tête de votre association. Durant ces 7 années, c'est vrai que ce n'était pas sous votre magistère, mais qu'est-ce qu'on peut retenir comme ce qui a été déjà fait? Alors, il faut noter que Roland Sow, c'est vraiment un monsieur qui a du charisme. Au passage, je le salue pour le travail qu'il a battu. Roland a battu un travail énorme parce que mettre en place une fédération pour gérer 50 chefs d'entreprise, ça suppose donc 50 comportements, 50 caractères, chacun venant avec son ego. Et vraiment, il a réussi donc à fédérer tout ça. Au passage, je le salue, je le félicite d'ailleurs pour ce qu'il a battu comme travail. Alors, Roland a laissé un actif très important pour nous, parce que durant les 7 ans, c'est vrai que les 7 ans, il faut noter aussi qu'on a eu pas mal de secousses que nous avons vécues au Burkina et dans d'autres pays. Nous avons eu Covid, qui est quand même venu remettre en cause certaines choses qu'on avait prévu de faire. On a aussi eu les différents troubles sécuritaires que nous avons avec ce que nous avons aussi connu à travers donc, les coups d'État. Donc tout ça a fait qu'on a travaillé vraiment à respecter le chronogramme qui était prévu. Mais qu'à cela ne tienne, on a fait beaucoup de formations pour les différents membres du lien. Parce que le lien aussi, c'est ça. C'est de former les chefs d'entreprise que nous avons pour qu'ils puissent donc apporter une plus-value et une valeur ajoutée à notre économie. Donc on a fait beaucoup de formations, beaucoup de la structuration au niveau des entreprises. Et on a aussi accompagné. On a accompagné le gouvernement lors des Covid. On a beaucoup contribué aussi au niveau du ministère de la Santé. On a accompagné aussi d'autres structures qui avaient besoin de formation. Et puis aussi, entre autres, on a soutenu, on a fait de la contribution par rapport donc à la sécurité que nous vivons au Burkina Faso. Voilà. D'accord. Et lors de la passation tout à l'heure, on a vu quand même 9 jeunes filles, je pense que c'est la précision, de la première promotion, donc c'est des entrepreneurs. Et on parle de l'IA Academy, et il y avait ce financement-là donc à la clé. Parlez-nous justement de cette initiative-là. D'accord, merci beaucoup. Juste pour revenir sur la première question par rapport à l'Académie, il faut noter que nous avons aussi fait des dons. Nous avons fait des dons durant le mandat de M. Sow, à hauteur de 150 millions. On a fait des dons à des orphelinats. On a fait des dons à des structures qui en avaient besoin vraiment de vivre, tout ça, à des écoles. On a fait beaucoup de dons aussi lors du passage de M. Sow. Alors, Lien Académie, c'est un projet qui est né donc sous le mandat de M. Roland. Alors, nous avons remarqué que le quota genre filles-garçons, on a beaucoup plus de chefs d'entreprise garçons que de filles. Donc, nous avons donc un secrétariat chargé donc de la promotion du genre qui a donc décidé de mettre en place ce concept. On a fait un appel à projet qui a été donc ventilé dans les réseaux sociaux, à travers les journaux, et ils sont venus avec des projets. Les jeunes filles, les jeunes hommes sont venus avec des projets. Nous avons mis en place un comité qui a travaillé de façon indépendante, sans influence, et qui ont sélectionné les projets qui étaient plus parlants. Les projets donc qui étaient, j'allais dire, qui étaient à la portée du Burkina avec le contexte que nous avons. Et donc, on a décidé à l'unanimité donc d'accompagner donc 9 projets. 9 projets qui ont été retenus, donc 9 projets de diverses activités, de divers domaines. Et ils ont bénéficié de formation. Nous avons donc pris des experts dans le domaine qui ont formé donc ces différentes filles qui nous ont coûté. On a investi là-dedans, la formation d'abord qui a été très coûteux. Et au-delà de ça, à l'issue de cette formation, nous avons accompagné financièrement. Et on est toujours prêt, on a même mis ça en place, de les accompagner au-delà donc de ce qu'ils ont reçu comme somme. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que nous allons faire un lobbying auprès des institutions financières. Nous allons travailler à ce que ces filles, que ces différentes dames qui ont ces différents projets très crédibles aient des accompagnements financiers à travers l'institution. Donc c'est un pari que nous avons pris. Et je crois que M. Nassassi m'écoute, il doit savoir qu'il doit être prêt pour les différentes propositions de crédit. D'accord.
Justement, c'est très salutaire parce que on parle beaucoup d'entrepreneuriat dans notre univers économique, toujours des pistes à donner, mais là où ça bloque, c'est généralement les fonds. Vous arrivez à le faire. Et puis quand on regarde aussi tout ce qui constitue le lien, ma foi, j'ai envie de dire, c'est la crème des crèmes. C'est des jeunes entrepreneurs avec la tête sur les épaules. Et ça m'amène à poser la question, les 50 chefs d'entreprise que vous êtes, si quelqu'un d'autre veut venir pour être la 51e personne, quelles sont les conditions pour y adhérer et qu'est-ce qu'on y gagne concrètement? D'accord, merci bien. Comme vous l'avez si bien dit, c'est un réseau de chefs d'entreprise. Alors, chef d'entreprise, ça suppose que pour d'abord être un membre du lien, il faut d'abord être un chef d'entreprise. Il faut avoir un numéro UFU, il faut avoir un réseau de commerce, il faut avoir une entreprise. Nous mettons donc un point d'honneur à travers un certain nombre de critères que nous avons nous-mêmes mis en place. C'est qu'il faut avoir de l'intégrité, il faut avoir de l'honneur, il faut avoir donc de la probité, il faut aussi avoir de la performance, parce que nous voulons en fait constituer un réseau où ces différents entrepreneurs-là travaillent donc au bien-être et au social. Ça veut dire que nous voulons des entreprises générationnelles. Nous voulons des entreprises qui seront là aujourd'hui et demain et après-demain. Nous ne voulons pas des entreprises qui sont là juste comme un effet de sport et après ils vont disparaître. Donc on se rend compte qu'au Burkina, on a beaucoup d'entreprises comme ça. Ils sont là 5 à 10 ans, après ils disparaissent. Donc l'idée en fait, c'est de faire ce casting-là pour sortir des entrepreneurs qui sont prêts vraiment à aller de l'avant et qui sont prêts à travailler pour laisser quelque chose donc à notre pays. Justement, quand on regarde, c'est la cinquantaine de chefs d'entreprise. Le contexte, il n'est pas simple. Vous disiez que vous faisiez même des dons dans le contexte dans lequel nous sommes. J'imagine que vous connaissez comment le milieu des affaires aujourd'hui il est pour ces autres affaires que vous êtes. Alors, le milieu d'affaires aujourd'hui, il est très, très hostile. Alors, on dira donc performance en temps de paix et résistance en temps de crise. Nous sommes dans un contexte aujourd'hui où on a une crise qui est là. C'est-à-dire que l'état d'esprit du lien aujourd'hui, c'est de travailler à rester donc dans une constance, dans une résistance, dans une résilience, parce que en ce moment, j'avoue que la situation d'affaires est très difficile. Nous sommes préoccupés donc par la sécurité du pays, donc du coup, nous avons beaucoup de projets, nous avons beaucoup de dossiers, beaucoup de prévisions qui sont remis en cause par rapport au contexte que nous avons. Et on comprend justement la position de l'État par rapport à ça, parce que tant qu'il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas d'activité, il n'y a pas d'économie, il n'y a pas d'affaires. Donc nous comprenons cela. Donc nous, au niveau du lien, justement, c'est de fédérer ces différents membres du lien à travailler en symbiose pour pouvoir surmonter ces moments, parce que c'est des moments très difficiles. Et au passage, on salue d'ailleurs l'idée et l'initiative donc, du gouvernement donc, à créer donc, des fêtières au niveau de la Chambre de commerce pour réfléchir à cela, pour voir dans quelle mesure on peut trouver des compensations pour pouvoir donc, surmonter cette crise-là. Voilà. Donc, voilà un peu. Justement, mais pendant ce temps-là, qu'est-ce que, par exemple, le lien arrive à faire, notamment pour apporter un genre de soulagement, parce qu'on sait que c'est vraiment pas facile, comme vous le disiez tout à l'heure. On sait il y a eu plusieurs crises, c'est pas seulement celle sécuritaire, il y a eu le Covid qui est passé par là. On connaît aussi la crise sécuritaire qui est venue ajouter à ce élan-là. Pendant les crises russo-ukrainiennes, ça impacte de loin. Pour ceux qui sont dans certains secteurs, ça c'est connu. Au niveau du lien, par exemple, avec ses membres, qu'est-ce que vous avez tenté, entre autres? Alors, entre autres, il y a un concept qui dit seul, on est isolé, mais ensemble, nous allons loin. Au niveau du lien, déjà, entre nous, les membres du lien, nous constituons donc une garantie économique entre nous. Nous avons décidé de fédérer nos forces. Nous avons décidé donc de mettre en place un concept qui essaie d'accompagner entre nous d'abord un fonds commercial pour essayer donc de surmonter à cette situation. Et face à cela, comme vous l'avez si bien dit, la crise en Russie, l'augmentation du pétrole que nous avons vécu, le Covid qui est là aussi, qui nous a un peu quand même ralenti, et d'autres activités vous diront plus qu'ils ont. Il y en a qui sont fermés justement, qui se sont retrouvés avec des dettes à cause du Covid. Donc au niveau du lien, nous travaillons justement
à former nos gens, à être prêts pour accepter donc la situation et à être résiliés pour donc se reconvertir donc avec d'autres stratégies de gestion plus poussées. D'accord. Peut-être une dernière question. Oui, là, on comprend bien qu'il y a des efforts qui sont menés pour créer une certaine résilience dans ce milieu, mais la réalité aussi est celle des entreprises, notamment membres du lien, mais aussi celles qui ne le sont pas. La réalité, elle est implacable. Aujourd'hui, la situation économique, elle est délétère un peu partout. C'est vrai que l'arbitre d'un côté, c'est l'État, mais vous, en tant qu'homme d'affaires, en tant que chef d'entreprise, la question que moi j'ai envie de vous poser, c'est qu'est-ce que concrètement on doit faire pour renforcer ce tissu économique-là qui est véritablement touché? Alors, tissu économique. En ce moment, nous, hommes d'affaires, le jargon que nous avons, nous ne parle pas de tissu économique. Nous, on parle de lambeau économique, ou du moins c'est une économie quasi inexistante. Parce que appeler ça tissu économique, ça suppose que l'économie tourne. Aujourd'hui, on a des entreprises qui travaillent aujourd'hui juste pour ne pas fermer. Parce que c'est très difficile en ce moment. Alors, donc, au niveau du lien, on fait un appel aux différents membres du lien à travailler, à persévérer pour donner, j'allais dire, un modèle à nos générations qui viennent, parce que, quoi qu'on dise, vaut mieux avancer doucement que d'avancer vite et à un moment donné se retrouver dans une situation difficile. Donc nous, au niveau du lien, on exauce et on pousse les membres du lien, on les forme justement dans ce sens, à se consolider pour ne pas baisser les bras et continuer à avancer malgré la situation. En tout cas, on sait que c'est vraiment pas simple, le contexte dans lequel nous sommes, et puis une telle initiative, ça permet en tout cas, parce que quand on est ensemble, il y a un partage d'expérience, on se soude, et puis on essaie de résister comme on peut. C'est cette résilience. En tout cas, félicitations. Merci. Et puis on espère qu'on pourra vous avoir pas à la fin du mandat, par saison, pour pouvoir faire un genre de bilan, et puis appelez-nous lorsque vous aurez des initiatives, parce que le lien est déjà même initiative à saluer. En tout cas, merci d'être passé sur ce plateau. La deuxième promotion du lien. Oui, la deuxième promotion, ça va pas tarder. Je pense que courant l'année, vous allez voir ça. On va essayer d'augmenter le nombre. De 9, je pense qu'on risque d'aller à 12 ou 13. Ah, ça c'est bien. Ouais. Merci en tout cas à Chibo Drago d'être passé. Je rappelle que vous êtes à la tête du lien. Merci. Mais David Nanda, vous restez avec moi parce qu'on va toujours continuer à parler économie. Mais cette fois-ci, je vais passer d'abord par un reportage pour, comme d'habitude, mettre les pieds dans les plats. L'ouverture à Ouagadougou du premier forum national pour une utilisation à grande échelle du Faso d'Afani. C'est le sujet que nous allons aborder tout à l'heure d'ailleurs. Et le Premier ministre, Maître Apollinaire de Tambela, avait procédé à l'ouverture des travaux. Et pour ce forum, les acteurs tablent sur la problématique de l'accessibilité financière du Faso d'Afani au Burkina Faso, l'ouverture des travaux avec Michael Tougri avant un échange. L'objectif poursuivi à travers l'organisation de ce forum national sur le Faso d'Afani est de proposer au gouvernement un plan d'action pour une amélioration de l'accessibilité financière et de la promotion du pagne Faso d'Afani pour une utilisation à une grande échelle. À cette cérémonie du forum national sur le Faso d'Afani était présent le Premier ministre Maître Apollinaire Kelem de Tambela, à ses côtés plusieurs membres du gouvernement. Faso d'Afani est un tissu emblématique qui fait la fierté des Burkinabés, car étant un produit vecteur de l'affirmation d'une identité nationale, l'affirmation d'une appartenance à une culture nationale, et que du fait de cette fierté, il s'agit d'un produit qui est prisé. Malgré le fait qu'il s'agit d'un produit prisé, il se trouve qu'il est d'accessibilité difficile pour tenir compte de son coût qui n'est pas à la portée de tous les Burkinabés. C'est pour cela que nous tenons ce forum ce matin qui va réunir plus de 200 acteurs d'horizons divers et qui travaillent dans ce secteur du textile et de l'habillement. Nous attendons donc beaucoup de conclusions de ce forum qui nous permettra à travers un plan d'action
La présidente de la Chambre des métiers du Burkina Faso, Germaine Compaoré, a affirmé dans son allocution qu'en plus de la thématique qui interpelle tous les acteurs de la chaîne de valeur du coton, le thème de cette édition met aussi en évidence la noble vision et la détermination du gouvernement à identifier les maillons sur lesquels il faut agir afin de trouver des solutions idoines à même d'améliorer le port du Faso d'Anfani par les Burkinabés. Cette marque de considération que les plus hautes autorités témoignent à l'endroit des acteurs de cette filière qui, sans nul doute, apporte non seulement une valeur ajoutée substantielle à notre économie, tout en participant à rehausser l'image de marque de notre patrimoine culturel qu'est le Faso d'Anfani. Nous restons convaincus que des orientations et des recommandations claires seront définies d'un commun accord afin que le Faso d'Anfani puisse retrouver ses lettres de noblesse. Le chef du gouvernement, Maître Apollinaire Kielem de Tambela, a invité l'ensemble des participants à une contribution saine à travers des échanges fructueux, assortis de propositions, de mesures concrètes pouvant contribuer à l'atteinte des résultats à cette édition du Forum national sur le Faso d'Anfani. Une cérémonie d'ouverture qui a connu des temps forts, une parade en tenue et en étoffe Faso d'Anfani, remise d'attestations à des associations d'artisans et visite de stands. Retour sur ce plateau après donc ce forum qui s'est tenu vendredi, et nous sommes justement avec des tisseuses de la Fédération nationale d'ailleurs des tisseuses du Burkina Faso. Nous sommes avec Bertie Savadogo, bonsoir. Bonsoir. Et avec Ami Compaoré, bonsoir. Bonsoir. Non, ne soyez pas crispés. Ne soyez pas crispés du tout. Vous êtes là parce que votre corps de métier nous intéresse, et la preuve, vous avez vu l'initiative qui a été celle notamment des personnes qui peuvent décider pour que ça change. D'abord se pencher sur la question du prix, parce qu'on sait que c'est souvent un frein. Et puis, il n'y a pas longtemps aussi, on a vu, juste avant la SNC, le Conseil des ministres qui s'est tenu à Bobo-Dioulasso, le décret qui est sorti pour la promotion, notamment du Faso d'Anfani, Cocodonda et tout ça. Donc, ça veut dire que on va dire que c'est une priorité. Mais c'est une priorité, à la base, c'est vous qui produisez. Donc, c'est vous qui êtes à la manette. Justement, vous, en tant que tisseuse, comment est-ce que vous organisez dans le secteur en matière de promotion pour faire vivre votre activité? Je vais commencer par Ami Compaoré. Okay. Merci. Et nous, en tant que tisseuses, nous sommes organisés d'abord en association, et après l'association, nous sommes organisés en union, et de l'union maintenant, nous sommes allés en fédération pour pouvoir mieux travailler. Aujourd'hui, la fédération, elle compte combien de membres en gros en termes de... Bon, la fédération est dans chaque région du Burkina, et il y a les unions des tisseurs là-bas, et que nous travaillons ensemble. Ok. D'accord. Je vais venir vers Bertie. Vous voulez une question? Allez-y. D'accord. Je vais venir vers Bertie Savadogo. Tout à l'heure, on a vu l'initiative, notamment des réflexions sur la question du prix. Comment le rendre accessible. Quand on dit accessible, c'est le prix, la quantité, parce que souvent on se dit bon, la production là, ce n'est pas simple. Ça c'est un. Et puis deux, quand ça sort, beaucoup disent on veut s'habiller local, mais c'est cher. C'est souvent ce qu'on entend. Vous, comment vous travaillez aussi sur ces questions-là? Ok, merci beaucoup. Ce n'est pas facile. Ok. C'est vrai que le pain tissé, ça coûte cher, parce que il y a le prix du fil, il y a le travail qui est là. Donc, on doit payer les femmes qui tissent, on doit payer le fil. Or, pourtant, le fil coûte très très cher au Burkina. Donc, c'est à cause de ça que notre pain coûte cher. Parce que c'est bien tissé aussi. Si vous voulez la qualité, il faut y mettre le prix. Voilà. Justement, quand on voit ce genre de rencontre, on a les premières autorités, c'est des ministres, c'est des directeurs de ceci, c'est cela. C'est des gens peut-être avec lesquels vous n'êtes pas tout le temps, mais vous portez assez souvent dans les rencontres vos préoccupations. Vous leur dites,
Nous les voilà. Aujourd'hui, ils ont pris ça à bras le corps. Ils disent, on va faire la promotion du cocodona, on va faire la promotion du pain tissé. Mais vous le dites, c'est quoi notre problème? Pour que, par exemple, même si vous le faites, que les gens puissent adhérer, qu'ils puissent payer facilement, il faut qu'on vous aide peut-être dans la chaîne quelque part. Où? C'est vrai, c'est le prix du fil. D'accord. C'est très cher au Burkina. Si le gouvernement pouvait nous aider sur ça, on allait être content. Et puis, pour avoir le fil, c'est pas facile. Il y a manque de fil présentement. Tu peux faire en gros 2 semaines, presque 1 mois, il n'y a pas le fil pour travailler. Allez-y. Donc, on est obligé de prendre d'autres fils qui ne viennent pas de chez nous. Donc, tout ça là, il y a un problème. D'accord. Et ça, je pense que l'autorité l'est informée. Justement, moi, j'ai une question qui me vient comme ça, David, si vous permettez aussi. C'est que il y a le décret qui est sorti, je pense, qui a été pris, je le rappelle encore à Bobo la dernière fois. Il y a les dynamiques, à chaque fois même on entend le Premier ministre qui dit il faut consommer burkinabé, il faut qu'on se remette à valoriser ce que nous-mêmes on a comme richesse et tout. Oui, ça c'est bien, mais c'est pas la première fois qu'on entend ça. Jusqu'à Tahirou Bari, si je me rappelle bien, avec le consommant burkinabé, il est même allé jusqu'au mets, c'est-à-dire ce qu'on mange et tout et tout et tout. Mais est-ce que au fil du temps, avec les gouvernements qui passent, avec chaque ministre qui vient avec le consommant burkinabé, est-ce que vous sentez des changements ou bien est-ce que c'est pas encore arrivé et puis qu'est-ce qui manque? Il y a un changement. Merci. Voilà. Il y a un changement parce que nous-mêmes on a remarqué que les gens payent le faso d'enfaner. Si par exemple vous partez dans les cérémonies, vous allez voir les gens qui portent ça. Mais avant il n'y avait pas ça. D'accord. Même présentement, les gens là ont compris. Ils ont compris, ils payent les pains tissés. C'est vrai que c'est cher, mais il y a d'autres qui prennent. D'accord. Ça marche tellement que si bien même que vous êtes en manque parfois de fils pour pouvoir tisser. Donc la demande, elle a peut-être augmenté parce qu'on a dit aussi que la quantité n'a pas véritablement changé. Les fils qu'on produit, c'est toujours la même quantité. Mais ça manque. Donc peut-être que les tissus sont devenus nombreux aussi. C'est vrai. C'est vrai. Bon, les femmes, elles sont lancées dans ça. Elles sont nombreuses. Mais moi, je pense qu'il y a un problème qui n'est pas ça. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est... Bon. Allez-y, on est JDS. Ok, le problème est que... Avant, on pouvait avoir le fil avec les commerçants facilement. Mais maintenant, même si les femmes, là, elles sont devenues nombreuses, moi, je pense que l'usine doit voir de ce côté pour augmenter leur production. Pour que nous, les femmes, on puisse travailler pour nourrir la famille. Sinon, tu vas déposer tes métiers pendant 2 semaines, 1 mois sans travailler, c'est pas facile. Donc... Allez-y, vous vouliez ajouter quelque chose? Bon. C'était par rapport au manque de fils. Des fois même, nous sommes obligés de travailler avec d'autres fils importés. Et puis, bon... C'est pas bon, quoi. Mais quand vous dites fil importé, ça veut dire que c'était plus notre façon d'enfanner? Non, bon, c'est façon d'enfanner, c'est parce que c'est nous, on tisse toujours, c'est façon d'enfanner. Et puis si c'est pas nous-mêmes, on a dit que c'est importé là, il y a d'autres même qui ne peuvent pas savoir que c'est fil importé. Ah, mais là, c'est pas bon parce qu'on ne fait plus la promotion de tout ce qu'il y a de production vraiment locale. Parce que le principe aussi, c'est ça. C'est de permettre aux producteurs aussi d'avoir des débouchés, permettre aux femmes tisseuses que vous êtes d'avoir aussi des débouchés. Je pense que c'est la chaîne en fait. Comme Madame Sawadou vient de dire là, comme il n'y a pas le fil, les femmes sont obligées de rester peut-être 1 semaine, 2 semaines comme ça là avant d'avoir le fil. Mais si tu restes comme ça là, tu vas faire comment? Il y a des enfants et il y a ton mari, peut-être le mari ne travaille pas, c'est toi qui dois t'occuper de la famille. Bon, s'il y a les fils importés, si tu vois ça devant toi et que tu peux t'en sortir seulement, tu es obligé d'aller vers les fils importés. Aujourd'hui, quand vous parlez de... Parce que là, on est dans la partie, comme on appelle, consommable. Ça veut dire, vous partez chercher ces fils. La plupart du temps, c'est auprès de quelles usines? C'est des usines locales? Non, c'est au marché. Au marché, ok. La production revient à Filsa? Non. Je ne pense pas. On ne sait même pas d'où ça vient. Bon, on travaille avec... Donc, mais lors de ce forum, par exemple, parce que vous Madame Bertille, Madame Bertille, vous avez été à Madame Bertille Savadogo, vous avez été à ce forum-là, de vendredi. Est-ce que c'est des éléments qui sont ressortis dans les échanges? Oui.
Ils ont pris ça en compte. D'accord. Ils disent qu'ils vont aider les femmes pour qu'elles puissent avoir le fil pour travailler. Donc, j'espère que nous, on ne va plus payer les autres fils pour travailler. En tout cas, c'est ce qu'on pourrait... Parce que nous, on veut consommer au burkinabé. D'accord. La nature aurait du vide quand il n'y en a pas à gauche, on regarde à droite, et donc c'est ce qui vous permet de vivre. Mais dans la promotion aussi du pain tissé, notre pain tissé, il y a aussi des acteurs, non des moindres, qui contribuent aussi à vous faire connaître davantage. L'histoire avec Coco Donda, on la connaît. Il y a les stylistes qui sont là, qui vous aident à mieux faire connaître le pain tissé là. Quelles sont vos relations avec les stylistes et comment vous collaborez avec eux? Ok. Il n'y a même pas de problème avec les stylistes. On travaille bien ensemble. Ils commandent les pailles. Donc il n'y a même pas de problème. Est-ce qu'ils vous orientent beaucoup? C'est eux qui vous disent il faut faire telle couleur, il faut faire telle chose? Oui, oui. Ils amènent leurs motifs et puis on tisse pour eux. Donc, actuellement, ça veut dire que lorsqu'on veut parler de la filière, le gros problème pour les dames que vous êtes, c'est le fil. Si c'est réglé, tout est bon. Ah oui. Ah bon, la façon d'être répondu à ça, je pense que toute la journée, là, ils l'ont passé. Le message là, ça, il n'y avait pas besoin de faire plus de temps que cela. C'est votre problème et je pense aussi que c'est ça aussi la question de l'industrialisation sous nos cieux qui est beaucoup défendue et on espère que ce que sont vos préoccupations ne seront pas tombées dans l'oreille de sourds parce que les rencontres se succèdent, mais le plus important c'est la solution et c'est le plus important. En tout cas, on dit aussi que si tu permets, que vous faites face à une concurrence déloyale, c'est-à-dire qu'il y a des pailles qui ne sont pas tissées ici, mais qui sont présentées comme des pailles tissées ici. Est-ce que vous vivez ça au quotidien? Ah oui. Oui. Parlez-nous-en un peu. Il y a par exemple, on appelle ça les pailles du Ghana. Voilà, ça vient de là-bas. C'est ça même qu'on disait que les fils importés là. Voilà, bon, on ne tisse même pas ici, c'est dans les pays, c'est aux frontières là qu'on tisse ça. Voilà, les gens partent là-bas payer ça moins cher et puis venir vendre ça ici. Mais c'est tellement joli que pour nous. Voilà, mais quand tu portes là, qu'est-ce que tu vas savoir que c'est pas la même chose que pour nous. Parce que pour nous, la différence, pour nous, c'est le coton. Voilà, et puis nous on a travaillé ça. La teinture c'est nous-mêmes on a tissé. Mais ce là tout est importé. Voilà, ils ont tissé seulement. Et donc ça ne dure pas, c'est ça? Ça dure, et puis c'est lourd, ça dure. Mais c'est quoi la différence? En qualité, vous êtes meilleur? Oui, en qualité, nous sommes meilleurs parce que pour nous, là, tout est bio. Voilà, bio. D'accord, on aura compris. En tout cas, merci à vous, Bertie Savadogo, d'être passé. Merci à vous, amis comparés, d'être passé. Parce qu'on voulait toucher du doigt la réalité des choses, mais avec les actrices que vous êtes, les femmes que vous êtes. Parce qu'on reçoit aussi les autorités, c'est bien d'avoir celles-là même qui sont au cœur de la machine. En tout cas, merci d'être passé. On vous remercie. Ça a été un plaisir. Vous avez un message rapidement. On vous remercie. On demande au gouvernement de nous aider franchement pour le fil. C'est le fil qui est notre problème. D'accord. Je pense que le message est passé. Et elle l'a martelé plusieurs fois dans l'entretien qu'on a eu. En tout cas, merci d'être passé. On va continuer avec notre rubrique dans ce JDS et c'est la partie sport. Et dans cette partie sport, il y a les étalons cadets qui sont rentrés après leur participation à la Coupe d'Afrique des Nations de leur catégorie en Algérie et soldés par la 3e place avec la médaille de bronze. Et on les a tous suivis, ces poulains de Brahima Traoré et qui nous ont fait vibrer tout au long de cette compétition-là. Et c'est Yacine Savadogo qui est allé à l'accueil. Nous sommes sur le tarmac de l'aéroport international de Ouagadougou. Et c'est à bord de cet appareil que les étalons cadets regagnent la mère patrie. Écharpe et médaille au cou, délégation, encadrement technique et joueurs reçoivent les félicitations des autorités administratives et sportives. Les étalons U17 rentrent de l'Algérie où ils ont mis tout le monde d'accord avec leur brillante participation à la Coupe d'Afrique des Nations en Algérie. Et le ministre en charge des Sports, Boubacar Savadogo, s'en félicite.
C'est la première grande victoire avec la médaille que je reçois depuis que j'ai été responsabilisé. C'est aussi un honneur et une fierté pour tout le peuple burkinabé que ces jeunes nous apportent cette médaille aujourd'hui. Et cette médaille fait honneur non seulement à la population, mais cette médaille fait aussi honneur à toute l'adversité à laquelle nous faisons face. Et c'est pour montrer que le Burkina sera toujours debout. Même si à un certain moment donné, la vision était tout autre, encadrement technique et joueurs disent ne pas se décourager pour la 3e place. Et depuis qu'on était en Algérie, c'était de remplir ces 2 objectifs, voilà, la qualification pour le mondial et ramener pour une 2e fois le trophée au Burkina. On ne va pas cracher sur la médaille de bronze, voilà, c'est mérité. Et je pense aussi qu'on méritait aussi de jouer la finale. On va se préparer pour le mondial et Inch'Allah, peut-être que c'est le mondial que nous allons ramener ici. Bon, on avait voulu vous ramener la coupe, mais à défaut, on a eu cette médaille de bronze. Et bon, on tient aussi à nous excuser de ça, puisque notre objectif était de vous ramener la coupe. Et je remercie encore tout le peuple burkinabé pour cet accueil. Cette 3e place des étalons cadets est synonyme de qualification pour la Coupe du Monde qui se tiendra en décembre prochain. Le ministre Boubacar Savadougou dit déjà mettre les petits plats dans les grands pour une bonne participation. Nous allons commencer à mettre en place toute une politique, tout un processus de préparation pour la future Coupe du Monde qui va avoir lieu à la fin de l'année. Il faut savoir que nous sommes avec des jeunes, des U17, et nous avons sûrement plusieurs qui ne seront pas de la partie dans quelques mois. Donc l'expérience que nous avons déjà vécue entre la qualification au Ghana et les tournois en Algérie, nous avons pris note, nous allons capitaliser cela et nous allons toujours accompagner. À cette Coupe d'Afrique des Nations, les étalons U17 ont obtenu la 3e place après leur brillante victoire sur le Mali 2-1 en match de classement. Les poulains d'Ibrahim Traoré reviennent donc avec la médaille de bronze, le meilleur joueur du tournoi avec à la clé une qualification pour la Coupe du Monde. Retour sur ce plateau, il y a déjà la joie avec Claude Romba et je vais vous présenter l'invité tout à l'heure. Bonsoir Claude. Oui, bonsoir Geoffroy. En tout cas, très ravi d'être de retour en tout cas sur ce plateau après quelques semaines d'absence. C'est ça. Voilà. Et Séoul, c'était comment? Séoul, c'était bien. Il faut dire que j'étais à Séoul dans le cadre donc du 85e congrès de l'AIPS, entendu par l'Association internationale de la presse sportive, où j'ai accompagné le président de l'AJSB, qui est Jérôme Tiendrebego. Et voilà, nous sommes allés, nous avons adopté le nouveau statut évidemment de l'AIPS et il faut dire que le Burkina Faso à jour de ses cotisations donc a eu droit de vote, donc on a voté lors donc de cette session et on a même été félicité, hein, il faut le dire, par rapport donc à notre dynamisme et je pense que c'est assez important de voir qu'au niveau international, on reconnaît quand même le dynamisme de la GSB, en tout cas, qui, depuis quelque temps, en tout cas, ne rate pas, évidemment, ces rendez-vous internationaux, et puis également aussi mène beaucoup d'activités. Je pense que ça a été salué. La diplomatie sportive aussi engagée par la GSB aussi a été mise en avant. Je pense que ça fait plaisir, voilà, de voir le Burkina Faso être applaudi comme ça dans la salle, et je pense que ça nous a tous fait plaisir par rapport donc à cette participation où, bon, on a dit, on a adopté le nouveau statut, et puis également aussi, ça a été l'occasion aussi pour l'AIPS Afrique de se retrouver ici, de parler de l'organisation qui est assez naissante, certes, mais qui a également aussi pris de nouvelles résolutions vers, évidemment, un engagement plus grand donc de l'AIPS Afrique qui doit travailler évidemment à développer beaucoup d'initiatives, surtout en faveur des jeunes avec les Young Reporters, pour permettre donc aux jeunes Africains donc d'être là dans les grands rendez-vous, et puis voilà quoi. Donc je pense que ça a été bénéfique, très enrichissant. D'accord. Nous sommes aussi avec Maïga, agent de joueur. Bonsoir. Oui, bonsoir.
Bon, vous, on ne vous présente plus au JDS. Ouais. Parce qu'on passe pas, on est de plein pied dedans. Tout à l'heure, on a vu, et moi je commence, Claude, vous permettez, on a vu ces jeunes-là qui sont entrés, c'était quand c'était hier, hier soir. Ouais, hier soir. Alors, hier soir, ils sont entrés. Non, avant-hier soir. C'est avant-hier. Avant-hier soir. Avant-hier soir. Bon, nous on perd maintenant le fil. Mais ils sont entrés, ce qu'on retient et ce dont on se souvient, c'est la façon dont ils nous ont fait rêver. Même s'ils ont terminé 3e, on sait qu'ils pouvaient aller un peu plus loin que ça, mais c'est seulement la malchance. On va dire ça comme ça, parce que tout était là en termes de qualité. Quand on se fait éliminer par le Sénégal, après seulement la séance des tirs au but, et puis au dernier tir au but, ça veut dire qu'on l'a vraiment pas démérité. Et puis le match du classement, le remporter. Comment tu as vécu tout ça, Maïga? Franchement dit, il faut félicitations d'abord à ces jeunes, les encadrements, tous les gens qui ont participé à cette sacrée, parce que ça fait 12 ans qu'on n'a pas participé à une Coupe du Monde. Et donc alors que nous on avait passé en Nouvelle-Zélande, après l'équipe de Bertrand qui était leader du groupe qui ont joué à Mexique, on a eu 3 participations. Donc il y aura 4e maintenant parce qu'il y a eu Tobago. Tobago était dans la 3e. Voilà, les Wilfried Sanou et les autres consorts. Donc je peux dire qu'actuellement, ce qui les a manqué au départ, et ils étaient crispés, on avait abandonné la compétition et on ne partait pas régulièrement. Donc le début était difficile. Ils pensaient que c'était notre compétition au-delà de ce qu'ils jouent d'habitude. Donc ça les a crispés. Vous avez vu que Mali nous a gagné. Et après on est rentré étape par étape dans la compétition et puis on a montré notre qualité. Et jusqu'à arriver, on peut dire le gros lot au Sénégal et que tout le monde prenait comme favori du tournoi vraiment et qu'on a pu tenir vraiment à la tête jusqu'à on les a dominés. Je peux vous dire même c'est l'un de notre meilleurs matchs du tournoi, mais malheureusement c'est le meilleur match qu'on a perdu. C'est pour ça des fois on dit que c'est mieux de gagner que de faire un très beau football. Comme le club me dit qu'il faut bien jouer, mais de temps en temps je pense que si on était en finale ça allait nous faire plus plaisir que de faire du beau football. Et deuxièmement, ils sont allés montrer que le premier match était crispé un peu parce qu'ils ont gagné le Mali en demi-finale avec la manière. Donc le match de classement, voilà ce que je peux dire. Franchement dit, félicitations. J'ai vu l'entraîneur et son interview, ça m'a beaucoup touché parce que féliciter le ministère des Sports, tous les efforts et la fédération, ce qu'ils font autour de cette jeune équipe, parce que vraiment il y a très très longtemps qu'on n'est pas parti. Et en cours, je pense que depuis 2011 qu'on n'a pas passé, ça fait presque 12 ans que le Burkina n'a pas passé. Donc je pense que maintenant la porte est ouverte. On va essayer, en tout cas avec leur passage là, bien organiser tout ce qui est autour des jeunes pour pouvoir participer régulièrement. Voilà, moi justement, vous l'avez dit, la porte est ouverte. On l'a dit, on se rappelle, en 2013 avec, je dirais, Paul Puig. Quand on est arrivé en finale, il disait, on a dit ouais, nous sommes rentrés. Il a dit non, nous ne sommes pas rentrés dans le Conseil des grandes nations de football. Nous avons peut-être tapé à la porte. Maintenant, c'est à nous de trouver les armes pour y entrer. Et je pense qu'on est un peu dans cette même configuration parce que là, le Burkina Faso, vous l'avez dit, a déjà été 3e au niveau de la Coupe du Monde. Le Burkina Faso a participé à 3 Coupes du Monde. Le Burkina Faso a participé à remporter même cette Coupe d'Afrique des Nations. Et à un moment donné, le Burkina Faso n'a pas voulu rentrer dans cette grande nation. N'a pas voulu, je dirais, parce que les mécanismes n'ont pas été mis en place. Parce que là, n'ont pas été mis en place parce que je pense qu'on avait la possibilité de le faire. Maintenant, vous l'avez dit, qu'est-ce qu'il faut pour évidemment être chaque fois à ces grands rendez-vous-là. Voilà, c'est ça. Je pense que c'est ça qui est le plus important, c'est l'organiser. Vous avez vu qu'on a des valeurs. On a des valeurs, on a des talents. On a eu le meilleur joueur du tournoi, c'est un Burkinabé, il faut le féliciter. Et il y a 3 personnes qui sont dans l'équipe type. Et voilà, donc je pense que c'était la même chose aussi quand j'ai joué le tournoi UFOAB. Et là où on a aussi prendre le meilleur joueur, on a aussi prendre on avait 4 personnes dans l'équipe type. Donc je pense qu'il y a du talent. Et je remercie aussi les académies, c'est-à-dire toutes les académies qui fournissent les joueurs. J'ai toujours dit que ce que les gens oublient, et la fédération n'a pas de club. C'est des joueurs, des gens, donc il faut encourager, il faut même les doter de matériel. Voilà, pas dit financièrement ou quoi. Et tous ceux qui ont participé à cette compétition, il y a des petites académies qui ont donné un joueur. Si on peut le fournir des matériels, ça encourage. Donc ça veut dire que la manne financière qui va rentrer au niveau de la fédération par rapport donc à cette 3e place de U17, parce U17, voilà. Il faut attendre entre 100 et 200 millions par là, qui pourraient rentrer dans les voilà, c'est important d'encourager toujours des académies. Il y a des académies
académies, vous savez qu'ils là, ils sont un peu bien, mais il y a des académies qui sont mal bien, qui ont fourni quand même des joueurs. Mais si vous encouragez, ça va aussi encourager les autres à travailler, ceux qui sont autour. Vous allez voir qu'on va avoir plus des joueurs que les entraîneurs au l'embarras du choix. Donc je pense que... Pour vous, il faut donc doter ces académies-là de matériel. Mais il faut aussi dire que ces jeunes, quand on a vu, c'est vrai, 17 ans pour certains, 16 ans pour d'autres, il y a beaucoup aussi qui jouent en première division parce que on n'a pas de compétition de jeunes. Oui, mais ils viennent des académies toujours. Même quand vous voyez les meilleurs joueurs, ils viennent de je sais quelle équipe même, c'est Touma là. Ahmed Touma, oui. Voilà, et c'est une équipe, donc ça veut dire qu'ils ont besoin. Ils ont besoin de beaucoup de choses. Des fois, ils s'entraînent sur les terrains de... Donc, c'est pour dire qu'il faut mettre en place... Ils font beaucoup d'efforts pour arriver à cet état, pour donner un élément qui est meilleur. Donc, il faut saluer, mais aussi, il ne faut pas saluer seulement. Après, c'est sacré, il faut encourager. Mais j'allais revenir sur un petit sujet qui est important. Aujourd'hui, si vous avez vu qu'on est en train d'être très content par rapport à leurs résultats, c'est parce qu'il y a longtemps on n'est pas parti. Si on a déjà joué la finale, on a déjà remporté et ainsi de suite. Donc on ne peut plus fêter normalement troisième place. C'est la même chose quand on a vu Étalon il y a quelques années qui a été troisième, on les a décorés avec les trucs, tout ça. Et tout ça, il faut l'organiser. On ne doit plus fêter ça. On doit les encourager. On doit passer cette étape-là. C'est comme Étalon aujourd'hui. Quand ils sont venus des demi-finales, personne ne partait les accueillir parce qu'on a dépassé, on a joué la finale. On a été troisième. Donc maintenant, il faut aller chercher la coupe pour qu'on vienne vous accueillir. Donc c'est ça qu'il faut mettre dans la tête des joueurs et c'est ça qui va nous aider et aller de l'avant. Mais si on doit toujours les encourager avec ce qu'on a déjà eu, on ne va pas avancer. Je suis d'accord avec vous. Parce que là, il y a quelque chose d'assez intéressant. Ce que les étalons cadets ont déjà remporté. Ils ont franchi un cap. On ne peut pas venir accueillir triomphalement des joueurs qui sont arrivés à la troisième place parce que d'autres ont fait mieux que vous. Maintenant, vous devez faire mieux que les autres. C'est ça qui devient, comment dirais-je, la performance. Voilà. La qualité et évidemment la compétitivité, c'est là-bas qu'il faut mettre le curseur. Et bon, quand ils reviennent, on comprend bien, il y a la liesse et tout. Il faut juste, peut-être, juste que le ministre les accueille et puis bon, c'est fini. Et ça s'arrête là. Pas que, bon, on en fasse un triomphe. Bon, pour cette fois-ci, je peux comprendre qu'il y a longtemps, on n'est pas parti. Ça fait 12 ans, c'est à cause de ça qu'on est en train d'être. Sinon, si c'était continuel, mais je ne pense pas que quelqu'un allait dire que c'est un bon résultat. Mais ils ont très bien travaillé parce que les entraîneurs sont venus, surtout, je profite de ça pour saluer le trio. Et nos 3 grands joueurs, Ixori, je félicite vraiment leur nomination parce que c'était important que Bourama est revenu à la maison. Et puis il a pris les cadets avec Mamadou Zongo et puis Sour qui travaille à vitesse, qui fait aussi Tom aussi. Je félicite avec l'entraîneur des gardiens, ils sont tous des anciens joueurs et qui sont en train de servir aujourd'hui le pays en tant que l'encadré et ça c'est vraiment à féliciter. Donc je vois qu'il met du doigt sur Maïga a dit quelque chose d'important, c'est que il y a que c'est des académies là aussi qui sont derrière, mais il faut les encourager. Quand on arrive à là, c'est pas, je ne vais pas reprendre votre boutade, c'est pas la fédération qui donne les joueurs là, c'est des académies. Tout à fait. Ils n'ont pas de club. Est-ce qu'après il ne faut pas penser à ça parce qu'il faut les accompagner. Quand c'est national, on est tous contents. Je vais prendre un exemple tout de suite. Quand vous avez un joueur en Coupe du Monde, vous êtes payé 150 000 €. Un joueur en Coupe du Monde. Je pense que tout le monde est au courant de ça. Donc c'est les gens qui fournissent les joueurs là, on essaye de les encourager. Quand vous prenez l'équipe de Barcelone ou Real, ils ont 90% de leur effectif, ils reçoivent beaucoup d'argent. Si vous avez vu l'équipe de Oroya, et dans le temps, il y avait un gardien sénégalais qui a joué là-bas, mais ils ont reçu de l'argent. Ils continuent. Donc c'est la même idée que je pense que les académies ont besoin, pas forcément de l'argent, mais de matériel. Parce que c'est le matériel sportif qui travaille pour fournir des éléments en équipe nationale. C'est ce que j'ai dit. L'État n'a pas de club, la fédération n'a pas de club. C'est des gens qui font des académies, qui donnent des joueurs qui vont aller représenter le pays pour que les drapeaux flamment comme ce qu'on vient de voir. Donc il faudra les encourager, doter avec des équipements. Vraiment, les équipements, aujourd'hui, ce qu'ils ont besoin, voilà, les ballons, les plots, les matériels, les haies, pour qu'ils puissent encore nous fournir les jeux. Ça, c'est très, très important. Mais il y a autre chose aussi. On a vu là, c'est 17, 16 ans. Vous êtes agent de joueur. On sait que c'est l'âge où on vous détecte très vite et puis vous partez. Et quand on regarde ça aussi, c'est une bonne vitrine. Est-ce que, sur ce côté-là... Oui, c'est une très bonne vitrine pour les agents.
Voilà, et si vous voyez, c'est très bon pour les agents, c'est très bien aussi pour le club, mais ça ne suffit pas. Peut-être que vous avez un seul joueur. Par exemple, moi j'avais des joueurs dans les trucs qui n'ont pas eu la chance de jouer beaucoup, ils sont rentrés au bout du match, mais ils vont revenir. Mais c'est combien on forme? On forme peut-être 50 de joueurs. Et comment, même s'il y a un joueur qui part, on remet encore dans l'académie. Donc on a toujours besoin de soutien, voilà, pour pouvoir faire développer encore, voilà, plus. D'accord, voilà. On le comprend. Sinon, vous avez dit, quand vous êtes international, en France, on vous ajoute votre salaire. C'est-à-dire on encourage les gens quand même international, on encourage aussi l'Académie à fournir de très bons éléments, mais ça dépend beaucoup de moyens pour former les joueurs. On paye les entraîneurs, on paye les ballons, vous connaissez l'état de nos terrains, voilà, donc c'est important quand même de penser un peu à ça. Oui, évidemment. Moi, et même en équipe nationale, quand il y a un joueur local qu'un club donne à l'équipe nationale, et il faut penser à tout ça pour verser quelque chose à l'équipe. Et ça va encourager à tout le monde, voilà. Plus rapidement, parce qu'on va le passer Non, je pense qu'il a touché du doigt tous les problèmes qui sont évoqués aujourd'hui dans le monde de cette relève-là, qui manque de compétition, il faut le dire, qui manque d'infrastructures. Mais c'est vrai que les académies, donc les initiatives privées sont légion, parce que ça fait du business également, mais derrière, il faut les soutenir. Je suis d'accord avec vous. Puis aussi, peut-être un cri de cœur en faveur donc, des entraîneurs qui ne sont pas encore payés par rapport à tout ce qu'ils ont eu à faire là. Il y a encore, on parle de près de 10 mois d'arriérés de salaire. Je pense que c'est assez énorme en tout cas pour... mais quand même, ils arrivent à relever le défi. Quelqu'un, tu l'as dit tout à l'heure, c'est également l'expression aussi de l'appartenance à un pays, le patriotisme qu'ils ont montré par là. Même sans argent, ils ont réussi à le faire et ils ont de l'expertise nationale. Je ne pense pas que si c'était un expatrié, il aurait pu tenir cela. Donc, il faut aussi faire confiance à l'expertise nationale. Il a dit, tous ceux qui sont partis là sont des nationaux. Mais attention, comme je l'ai dit la fois dernière, il faut éviter ce qu'on a failli revivre il y a si longtemps, ou en tout cas définir les rôles clairement. Parce que ce syndrome-là, on l'a vécu à maintes reprises et on a failli le revivre encore. Après la défaite donc, du premier match, on a vu qu'on a appelé Hiver Velud rapidement en renfort, alors qu'on n'avait pas forcément besoin de mettre toute cette pression-là. Peut-être qu'il faut définir le rôle de chacun et chacun va savoir je pense que ce côté-là, je peux dire un petit truc. Peut-être c'est pas forcément, il va pas venir faire les entraînements, il va pas venir faire les choix. C'est juste, voilà, nous-mêmes on critiquait ici que les entraîneurs exploités restent. Peut-être chez eux, ils ne s'intéressent pas aux petites catégories, ils ne s'intéressent pas à notre championnat. Je pense que ça, c'est en train de changer quand même. Ils viennent assister, voilà, et on ne sait pas. Non, je suis d'accord avec vous, c'est la manière. Ça veut dire, imaginez que Hubert Velud était parti avec les joueurs. Ça n'allait pas donner la même connotation que quand on perd un match, on l'appelle pour venir. Je ne sais pas si vous me faites comprendre. Mais si dès le départ, il est engagé dans le projet et que, on lui dit, il faut suivre, pas qu'il va faire les entraînements, mais il peut discuter pour nous donner un peu la philosogie de jeu. Il a quand même une perspective professionnelle. Et comme on veut ou on ne veut pas. Tout à fait. Et moi les trucs des nationaux, moi je suis partant pour ça, mais il faut qu'ils se forment. Tout à fait. Bourama, il était à l'extérieur de très longtemps. Mamadou Zongo, même, il est parti plusieurs fois au Maroc pour encore faire les recyclages. Il faut avoir de l'envie. Et ces gens-là, vous avez vu que ça donne quand même des résultats. Mais il ne faut pas rester. Vous avez un diplôme, tu restes 10 ans, 15 ans, vous ne faites pas de recyclage, vous dites que vous êtes entraîneur. Chaque 10 ans, ça change. Voilà, les méthodes d'entraîneur. Ça, c'est vrai, je suis d'accord. Non, ce qu'il a dit, je suis parfaitement d'accord. Et ça va nous permettre la brèche. Mais je voulais ajouter quelque chose. Jusqu'à aujourd'hui, les meilleurs résultats restent les Européens. Ça, en tout cas, on ne peut pas. Les Coupes d'Afrique cadet, c'est un Européen. C'est avec Portugal. Finale de la CAN, c'est aussi Paul Pitt. Deuxième, troisième place des étalons, c'est aussi Paulo Duarte. Mais oui, mais d'accord. Aujourd'hui, on est qualifié à 2 journées de la fin. Peut-être c'est la deuxième fois qu'on a fait, ou la première fois. Et ça aussi, c'est un Européen. Donc, je ne proteste pas les Européens, mais les meilleurs résultats restent eux, jusqu'à aujourd'hui, là où on parle. Mais les Européens n'ont pas les mêmes. Les Européens, où, par exemple, où les expatriés nationaux n'ont pas le même accompagnement que les Européens. Je suis d'accord, mais
Ce qui reste une réalité. Ce qui reste une réalité. Intéressons-nous d'ailleurs à quelqu'un, c'est d'ailleurs Kamou Malo qui a eu à être coach quand même des étalons. Et maintenant il est dans le championnat national avec les S-Douanes qui a été sacré champion 2022-2023. On a pu l'avoir avant le match de Bobo du Lasso. On suit cet élément et après on vient discuter puisque le sacre total il s'est fait. Voilà. De quoi féliciter. L'AS Douanes assure la plus haute marche du podium cette saison. 4e au classement, la saison écoulée avec à sa tête l'entraîneur Yaya Kone. Cette saison 2022-2023, la nouvelle tête pensante de l'équipe, Kamou Malo, a fait également de son mieux. Et quand j'arrivais, c'était un triple objectif qui m'a été assigné. Alors vous avez vu que les deux autres objectifs n'ont pas pu se concrétiser, notamment la Coupe CAF. Alors en Coupe du Faso aussi, vous avez vu ce qui s'est passé. Bon, c'est le football. Voilà, mais le championnat, là, quand même, je pense que depuis la 5e journée, on a occupé la tête du championnat jusqu'à la fin. Une satisfaction pour Kamou Malo d'avoir pu reconduire l'équipe en campagne africaine. La chose, c'est au niveau des garçons. Si au bout du travail que vous effectuez, vous avez en tout cas cette satisfaction, ce titre, moi je pense que c'est concrétisé. Alors donc il y a de quoi être relativement fier. Les Gabelous représenteront donc le Burkina Faso en Ligue africaine des champions. Pour le staff, l'ambition est de mieux faire que l'année précédente. Parce que l'ambition, c'est d'aller titiller l'Afrique. C'est pas simplement rester dans le championnat domestique, j'allais dire. Non, notre objectif, c'est de vraiment viser haut. L'année dernière, on s'est arrêté aux portes des phases de poule. Et cette fois-ci, nous comptons fermement y entrer. Malgré un effectif pléthorique cette saison, l'AS Douanes, comme toutes les autres équipes, a traversé des moments de doute. Le doute vous amène justement à vous remettre en cause. Et je pense que cette double défaite face à l'EFO était une très bonne chose qui pouvait nous arriver. Ça nous a alertés pour nous dire écoutez, vous n'êtes pas invincible. Et à partir de cet instant, les garçons se sont rebiffés, on s'est tous remobilisés et on est allé à la conquête en tout cas de ce titre-là. Aussi, chapeau bas aussi aux joueurs qui ont su garder cette discipline. Parce que notre force, c'était aussi la discipline. La discipline au sein du groupe. Et les aînés ont le respect qu'il faut. Et les moins jeunes aussi ont la considération aussi qu'il faut. Entourés de jeunes dans l'encadrement technique, ce sont des personnes très fières de collaborer avec Kamou Malo que nous avons rencontré. D'abord, permettez-moi de lui dire merci. Merci de m'avoir permis d'apprendre à côté de lui. C'est un grand monsieur. Vous savez, actuellement, on parle plus de manager. C'est un manager et voilà pourquoi le groupe vit bien. C'est un manager, voilà pourquoi il a pu réunir un staff technique de telle qualité. Ex-sélectionneur des étalons A, Malo, après avoir pris la 4e place à la dernière Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun, a acquis beaucoup d'expérience, ce qui lui a permis de gérer son groupe. Parce que c'est une expérience enrichissante, parce qu'il ne joue pas une Coupe d'Afrique, une demi-finale de Coupe d'Afrique qui veut. Alors si on est arrivé là, sûrement on a engrangé de l'expérience. On a engrangé aussi de la confiance. Et ça, ça a été très déterminant. Je dois dire que oui, ça c'est le fait de passer avec les étalons et de jouer cette Coupe d'Afrique nous a bonifié. Après cette expérience, le vieux, comme on l'appelle affectueusement, a d'autres objectifs personnels, mais ne ferme pas la porte à un éventuel retour à la tête de l'équipe nationale. J'ai vraiment envie d'aller titiller l'Afrique en club. Et cette ambition, je le nourris depuis, je pense que c'est mon passage en sélection nationale qui a interrompu un peu cette ambition. Sinon, pratiquement chaque année, je partais en compétition africaine et j'avais commencé à accumuler pas mal d'expérience par rapport à ça. Et je pense que cette fois-ci, je pense que ça doit être la bonne parce que nous mettrons tous les atouts de notre côté pour aller chercher cet objectif.
l'équipe nationale peut venir après. Mais on ne ferme pas la porte à sa sélection nationale ou à une autre sélection. C'est le Graal, j'allais dire, d'un entraîneur. Ce sacre avec l'AS Douanes a été possible grâce à la bonne implication des dirigeants du club. À en croire l'entraîneur, tous les moyens ont été réunis pour permettre à l'encadrement technique de travailler dans de bonnes conditions. Permettez-moi de dire merci à cette administration douanière, à cette direction du club qui, en tout cas, sont restés à notre écoute durant toute cette saison. On a manqué de rien, on a travaillé, quoi de plus normal donc que de justifier cette ébauche d'énergie par simplement ce titre-là. Donc c'est dire merci à tout le monde, à tous les acteurs, aux joueurs et surtout, pour terminer, à l'encadrement technique que j'ai autour de moi. L'AS Douanes gagne donc le premier titre de son histoire cette saison après avoir remporté le trophée de la Coupe du Faso. La saison écoulée. Kamou Malo donc, qu'on voyait et qui parlait à cœur ouvert, et qui est aujourd'hui à la tête de l'AS Douanes, champion du Burkina. Évidemment, il faut dire il le mérite. Oui, il le mérite amplement. Je pense qu'il l'a démontré tout au long donc, de ce championnat. Je pense que depuis que l'AS Douanes a pris la tête du championnat, je crois que c'était à la troisième ou à la cinquième journée, ils l'ont plus lâché jusqu'à la fin. Ça aussi, il faut le faire. Je pense que ça a été bien. Et on a vu Salitas aussi qui a mis, en tout cas, le bleu de chauffe pour mettre un peu cette équipe-là dans les difficultés. Ensuite, l'étoile filant de Ouagadougou aussi a rajouté, donc ça a donné beaucoup de tension, certes, mais également aussi beaucoup de suspense. Je pense que c'est ce qu'on a besoin. C'est ça aussi qui nous permet donc de vivre un championnat très relevé, aussi bien au haut du tableau qu'au bas du tableau. En tout cas, la lutte pour le maintien ou contre la relégation aussi a permis d'avoir des situations chaudes, mais c'est ça qui fait également aussi la beauté du football. Et je pense que l'année prochaine encore, on risque de se retrouver encore dans cette même configuration avec des équipes qui sont montées, qui ne sont pas aussi moins nantis, et que bon, ça risque de se retrouver. Maintenant, il faut parler donc de l'AS Douanes qui a fêté son sacre hier du côté donc de Bobo Dioulasso au stade Wobi. Il y avait cette aide d'honneur qu'on a eu à faire à cette équipe de l'AS Douanes par rapport donc à je pense qu'on a les images. Là, ils sont arrivés de façon, je dirais, déjà champions, et donc le protocole a été respecté en leur permettant donc de rentrer dans ce terrain avec la aire d'honneur. Après, bon, il y a eu ce match qui s'est joué et l'AS Douanes a gagné 1-0. C'était une victoire étriquée, certes, mais une victoire quand même qui permet également à l'AS Douanes donc de fêter honorablement son titre de champion du Burkina Faso. Et puis, bon, évidemment, avec sa médaille, avec également la coupe que Kamou Malo peut tenir fièrement parce que c'est une revanche, comme il a dit, comme une revanche par rapport à ce qu'il a vécu, comme une amertume par rapport à la Coupe d'Afrique des Nations. Il a même dit et qu'aujourd'hui il est très content de prouver donc à la face du monde qu'il le reste humain et que bon, il a réussi quand même malgré tout à remporter ce titre, le premier titre de l'AS Douanes. Maintenant, c'est vrai qu'on a vu également, on a écouté ce discours du président donc de l'AS Douanes qui est donc Ali Guissou, qui est un peu beaucoup d'amertume, il faut le dire. Il est certes content, mais une victoire ou en tout cas un titre aussi qui est un peu mélangé à la façon dont ils ont reçu les prix. Vous allez voir d'ailleurs avec le plateau ou du moins le podium qui a été fait à cet effet-là, et évidemment le podium qu'on a eu à mettre pour remettre les médailles. Je pense que évidemment quand on regarde ça laisse un peu à désirer parce que c'était pas trop on aurait pu faire mieux. On aurait pu faire mieux avec tout ce qu'il y a comme organisation. Aujourd'hui, il faut dire, aujourd'hui dans le football, même que ça soit au niveau international ou même dans les pays limitrophes, le titre, c'est une consécration, c'est une fête parce que c'est la plus haute compétition. Vous l'avez en image d'ailleurs. Voilà, donc vous voyez le podium qui a été fait à cette effigie-là. Et même la coupe. Vous voyez la coupe du champion, une petite coupe comme ça, je pense que c'est assez difficile. Vous avez vu, peut-être que vous allez le voir sur ces images, on voit déjà en Côte d'Ivoire où on a changé donc, le trophée du champion de la Côte d'Ivoire pour donner un autre trophée avec un autre éclat, avec une autre saveur. Si les images un peu nous permettent de voir, si peut-être que la photo pourra venir. Non, ça c'est la photo de la coupe du champion de la Coupe du Faso, qui est vraiment une petite coupe qui ne reflète pas véritablement ce qui a été donné. Oui, mais bon, je pense que... On comprend que c'est une question organisationnelle. Il faudrait, non, c'est pour dire...
c'est la plus haute compétition. Même la Coupe du Faso ne vaut pas le championnat. Donc il faut mettre évidemment beaucoup d'organisations, parce qu'il y a des moments où on avait déjà dépassé ce niveau-là avec une organisation qui commençait à rentrer dans les habitudes, avec véritablement une grande coupe et puis bon, évidemment tout ce qui va avec les médailles et tout. Donc peut-être qu'il faut améliorer pour en faire véritablement un événement. Il ne faut pas occulter le caractère spectacle. Le football, il y a la partie spectacle, il ne faut pas le laisser. Tout à fait. Moi j'ai une question pour vous. Tout à l'heure on a écouté Kamou Malo, il dit, on sent que son ambition maintenant elle est continentale, que ce soit en club ou bien prendre une équipe, mais à ce niveau c'est ça pour lui. Bon, je pense que Kamou Malo même, je vais revenir un peu, il n'est pas venu pour le championnat, hein. Je peux franchement dire, si on a fait finir Kamou Malo pour le championnat, j'allais dire que c'est dommage. Kamou Malo est venu avec tous ses effectifs, avec son connaissance, avec sa qualité de leader, voilà, pour aller le plus loin possible. Lui-même, il a dit dans son interview qu'il veut le faire comme ça l'était au mieux. Et ça a été un premier échec. Ça, je ne vais pas tourner en face. Je suis clair dans mes trucs. Ça, c'est passé à côté. Par rapport à la Coupe CAF. Pour Coupe CAF. Ça, il a passé à côté. Parce que c'est ça il venait de prendre l'équipe, il n'y avait même pas. Non, c'est pas venu de prendre une équipe. Quand tu prends une équipe et tu as pris seulement, il faut que les résultats, ça puisse revenir. Ce que moi je veux faire comprendre, c'est pas par pas. Premier pas, il est rentré, on a 3 compétitions. La première compétition, c'est la Coupe CAF. La deuxième, c'est le championnat. Le troisième, c'est la Coupe du Faso. Le premier a été un échec. Voilà, et parce que comme il a dit, je suis d'accord, il peut venir trouver qu'il n'y a pas les automatismes, il n'y a pas les champs de compétition, mais c'est un échec, ça reste un échec. Deuxièmement, c'est la Coupe du Faso. Là où il passe à côté contre l'équipe qui est 15e et l'étoile finale de Ouagadougou. Il reste maintenant, attends, si je suis d'accord, mais moi je donne, c'est le résultat qui compte à la fin. Et lui-même, il a eu le résultat à la fin du championnat. Mais donc, deuxièmement, c'est le championnat seul qui restait. Et si vous voyez le jour quand il jouait contre Salitas, lui il jouait sur un seul tableau. Mais Salitas jouait sur 2 tableaux. Salitas devait jouer pour le championnat et aussi pour la coupe. Alors que les cartons, c'est le même. Et Claude, quand il était à la Ligue, il y avait des discussions. Et il y avait beaucoup de dialogues pour trouver les meilleures solutions. Et pour l'environnement, il est témoin, il écoutait vraiment beaucoup. Il a changé beaucoup. Même ceux qui sont venus, ils avaient mis les jeunes. Pouvaient jouer un certain nombre de trucs, tout ça là. Donc c'est pour vous dire, et maintenant ce qu'il a dit, je suis d'accord avec lui. Malo, c'est un entraîneur emblématique. Il a été 2 fois champion avec RCK. Et puis une fois avec Toxia. Issoua, ça n'a pas passé. Voilà, parce qu'Issoua a un budget quand même normal. Donc ça n'a pas passé. Et l'autre côté, il est parti, il a pris sélection, il a prouvé. Mais maintenant, c'est ce qui lui manque dans l'éthique nationale là, c'est rentrer dans la phase de poule. C'est ce qu'on l'attend, c'est pas quand même RCK est parti jusqu'à dernier tour que Sampo a sorti en Tirobi. Voilà, et donc lui l'objectif aujourd'hui c'est évidemment il a dit il faut qu'il rentre en phase de poule par rapport donc c'est ce que j'ai dit, là je le suis, c'est pour ça que je voulais revenir sur le parcours pour le dire que cette année il avait 3 compétitions, il a le D, il a passé à côté parce que le premier même que moi je l'attendais c'était campagne africaine avec le tu sais tous les joueurs que vous avez là qu'il a cette année là, il y a au moins 18 joueurs qui ont été champions plus lui-même. La majorité a été déjà champion. C'est pas le championnat qui était leur premier objectif. L'enjeu, c'était la coupe. La coupe CAF. Moi, j'ai eu à solliciter les mêmes joueurs qu'ils ont pris. Ils ont dit que non, qu'ils valaient jouer la coupe CAF parce que la SDOAN a dit que c'est leur objectif. J'ai dit, si c'est ça, je suis d'accord avec vous. Nous, on ne joue pas campagne. Nous, on vient de loin. Nous, on a failli descendre. Donc, c'est pas le même cas. Donc, et puis, tu vas voir. Donc, c'est pour te dire, franchement, c'était un grand entraîneur. J'ai beaucoup de respect. Et je profite de féliciter pour son titre de champion mérité. Voilà, depuis 5e journée, et jusqu'à la fin, il a gagné Salitas aller-retour. Donc, ça dit, c'est Salitas celle qui est là. Moi, le deuxième, même, j'ai 11 points derrière moi. Donc, lui-même, il a 15 points. Ou 17 points derrière le 3e. Ça veut dire que c'est vraiment largement mérité. Le championnat. Ils sont venus aussi et ils ont mis le niveau du championnat aussi. Et je pense que l'année prochaine, ça va être beaucoup parce qu'il faut venir, Assoua va venir, Salitas va venir. Salitas, c'est toujours là. Salitas, c'est le seul qui joue campagne africaine. Vous vendez vos joueurs à chaque fois. Mais on est là. Donc, c'est pour dire qu'il a fait une
très belle chose. J'ai même eu un coup de fil de président, je l'ai félicité. Sauf que j'ai envoyé à Malo, il ne m'a pas répondu. Voilà. Donc, je ne sais pas, parce que pour moi, il m'a dit qu'il est compétiteur. Et moi, je suis compétiteur. Moi, j'ai perdu le match contre lui. Et je lui ai envoyé un texto en lui disant vraiment bravo et félicitations. Il n'a pas répondu. Il n'a pas. Mais le président, lui il a répondu. Il m'a rappelé. Voilà, il a dit. Donc, il faut le fair play dans tout ce qu'on fait. La période de mais il faut rappeler qu'au niveau donc, de la campagne africaine, Hervé Moutsepe qui a nettement augmenté évidemment les récompenses de plus de 40%. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si l'AS Douanes en campagne en Ligue des Champions rentre dans la phase de poule, aura 400 millions de francs CFA à gagner. Et si Salitas ou l'État filant de Ouagadougou, qui sera donc du côté de la Coupe CAF, va gagner 250 millions. Si ils rentrent dans la phase de poule, ça a été pratiquement multiplié par près de 40%. C'est dit que c'est énorme. Maintenant, si vous rapportez, donc vous avez plus du milliard. En tout cas, c'est intéressant. Vous savez que nous, on a goûté, nous on connaît. 2 milliards 400. Nous on a goûté 2 fois. Donc 2 nous milliards on connaît 400 ce que pour la Ligue des Champions africaine et 1 milliard 200 pour la Coupe CAF. Je pense que si l'AS Douanes remporte les 2 milliards 800 et que Salitas remporte. Bon, on n'a pas encore passé au fond. Attention, il y a encore le match. Le match avec le faux, c'est un match difficile. C'est un match difficile. C'est déjà dimanche. Donc je ne gagne pas l'avance. À la finale. Mais bon, je pense que ça va être un match très enlevé et que bon, que ce soit Salitas ou que ce soit l'État. C'est le maire qui doit nous représenter, c'est tout. Voilà, que le meilleur gagne. Si on ne pense pas, c'est qu'on n'a pas meilleur. Tout à fait. En tout cas, mais je pense que si on fêtera la meilleure saison que tout le monde. On prend la coupe, être deuxième. Est-ce que Salitas aussi n'est pas victime un peu? Ça sera la dernière question. On a vu un peu ça. Vous, à un moment donné, vous avez fait partie au moins, je crois, 3 ou 4 joueurs en même temps. Non, mais j'ai fait une équipe pour ça. C'est pour ça que je vous disais, le mec que nous, je compte AS Douanes, nous, je suis 2 tableaux. Mais AS Douanes jouait seul le championnat. Il avait tout perdu. Mais est-ce que vous n'êtes pas victime de ça quand même? De laisser partir ces joueurs-là en ce moment? Non, j'ai toujours les joueurs que je prends en fonction de ça. Parce que je savais que ça nous vit. Salitas, il faut que je vende les joueurs pour qu'on puisse faire les équipes compétitives. Mais à des moments clés comme ça? Même le moment clé, ça me dérange pas. Mais il faut rappeler que le titre de champion du Burkina rapporte de 12 millions 500. Ça aussi, c'est un problème. Le deuxième à 10 millions. Voilà, vous parlez pas de ça. Le troisième à 7 millions 500. Les choix sont vite faits. Les choix sont vite faits. Si je dois, j'ai envoyé Belém, j'ai envoyé Eric, j'ai envoyé Kenneth, j'ai envoyé des éléments importants. Et dans l'équipe, c'est pas pour Vital, même a été blessé, il allait partir aussi. Mais donc on va attendre l'étape IFO. L'étape IFO est très important parce que le faux, quand même, c'est IFO. Il faut respecter d'abord IFO. D'accord, voilà. Donc on attend. On va pas prendre la peau de l'ours. Non, j'ai dit que ça allait être la dernière question. Tu sais qu'on fait le meilleur football, on n'a pas peur, on a des éléments. On a le meilleur buteur, on a Ali Vital. Une équipe taillée pour la Coupe du Faso, je pense qu'ils n'ont perdu qu'une seule finale de Coupe du Faso. Donc, peut-être ça sera le premier, ça va être bien. La deuxième finale. En tout cas, moi je l'avais dit, rendez-vous dimanche. C'est ça. Donc du stade Youssouf Joseph Konombo à partir de 16h pour vivre cette finale de la Coupe du Faso qui se joue à Ouagadougou, on l'a dit. Étoile filante de Ouagadougou, Salitas, pour qui sera le représentant du Burkina Faso en campagne africaine. En tout cas, que le meilleur gagne. En tout cas, ce sont des ours. Aucunement on va vendre la peau sans l'avoir tué. On va attendre. Et merci en tout cas, Claude, d'être passé. Merci. Peut-être qu'il faut rappeler le meilleur buteur du Faso Foot, c'est Salif Bagaté, avec 18 buts, suivi donc de Batchobo, qui a 15 buts, et de Ismaël Séoné, l'excellent Ismaël Séoné. C'est mon joueur aussi, il faut bien préciser. Donc l'année prochaine, il revient à Salitas. Bon, je vais le vendre. Claude qui dit au revoir avec des informations encore à donner. Merci en tout cas pour Maman d'être passé. Voilà, agent de joueur. Merci à vous d'être resté toutes ces 2 heures à parcourir l'actualité dans sa réalité diverse et plurielle. C'est comme ça au JDS, journal dimanche au soir. Et donc on prend ici maintenant congé de vous en espérant vous retrouver dimanche prochain. Et d'ici là, portons-nous bien.